Bon, Aston Martin, on va pas trop en parler, journée porte ouverte pour Marco Sorensen. Pas de surprise, pas de Lamborghini, pas d'Isota Fraschini, pas de Peugeot 9X8 Pescarolo. Ah, tu l'avais oublié celle-là. Ah oui. Mais c'est surtout que là, il a pas fait accélération-freinage, il a fait accélération et gros frein. Mais personne ne fait ça. Ils se sont sabordés et moi je suis alors, d'accord c'est vrai avec que toi, Lynn c'est Jenson Button qui était un peu chaud. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie du rédacteur en chef d'Endurance Mag, mais également rédacteur sur bien d'autres sites et sur d'autres sujets, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. T'as vu, t'aimes bien ce lancement, voilà, où Surtout que c'est j'essaye mystérieux, de te présenter. Bah oui, de manière différente, évidemment, à chaque fois. On est dans un nouvel épisode de notre podcast, on est content de se retrouver et on va revenir sur la manche d'ouverture du WEC, le championnat du monde d'endurance de la FIA, qui s'est déroulé donc ce week-end au Qatar. On a attendu un petit peu parce que, pour être tout à fait transparent, on voulait faire un épisode où on ait aussi la fameuse liste des 62 engagés pour la 93e édition des 24 heures. Et depuis lundi, ça y est, nous la connaissons, cette liste des engagés. Alors elle sera peut-être pas définitive, mais il y aura peut-être des équipes qui vont déclarer forfait, ça m'étonnerait, mais ça peut arriver. Et donc, eh bien, on va pouvoir en discuter aussi. Mais avant cela, on va revenir quand même sur ce qui s'est passé sur la piste de Losail au Qatar, puisqu'on attendait du spectacle. Alors oui, il y en a eu, mais ça a été un scénario un petit peu compliqué. En tout cas, comme vous le savez, dans l'Endurance Club, on va vous donner des chiffres, des infos insolites, des statistiques, pour vous permettre donc de connaître encore mieux ce monde de l'endurance qui nous fait vibrer et qui a plutôt fait vibrer, je dirais, Geoffroy, les tifosi, les passionnés de Ferrari, parce qu'on a assisté à une course historique, comme l'année dernière finalement. On dirait que c'est le tracé qui s'y prête, un triplé d'une marque. C'était Porsche l'année dernière. Cette année, c'est Ferrari. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette physionomie de course où finalement, eh bien, ça a été, allez, je dirais, un défilé du constructeur italien, bien aidé peut-être par Cadillac. En fait, c'était un peu... C'est facile de le dire après, mais c'était un peu prévisible, on a le sentiment, puisque... Ah bon que Ferrari soit en forme, oui, quand même, ça, c'était pas un secret, on le voyait quand Bah même. moi j'attendais BMW, Cadillac, bon. Oui, bien sûr, j'allais modérer en disant on attendait aussi BM et Cadillac, mais ils ont été au rendez-vous. BMW a été au rendez-vous notamment dans l'exercice de la chasse à l'Hyperpole. La BM aussi, notamment avec Kevin Magnussen, a été en vue en début d'épreuve avant qu'il y ait des touchettes et puis un problème au niveau de la relance quand le safety car s'est effacé. Mais sinon, la BM, une des BM en tout cas, a été au contact. Cadillac, bah, ils étaient au contact, hein, même au très très bon contact. Ah oui, très contact. Ils aiment bien, ils aiment bien rester au contact. Mais quand l'incident, donc on va revenir dessus, mais quand l'incident est arrivé entre les deux voitures, elles étaient quand même toutes les deux en tête, une et deux. Donc chaque équipe que l'on pressentait aux avant-postes était là, en l'occurrence Ferrari, Cadillac et BM. Mais voilà, Ferrari n'a pas fait d'erreur et en rythme pur, entre les essais, entre le prologue et puis les différentes séances d'essais, les qualifs, etc., on s'attendait à ce que les Porsche notamment soient un peu plus derrière, ça a été le cas. Donc finalement, c'est un résultat qui est assez fidèle aux essais et à tout ce qui s'est passé au Qatar. Après, on le sait, ce qui se passe au Qatar reste au Qatar. Et est-ce que ça va se répliquer sur les autres manches et notamment les 24 heures du Mans? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je trouve pas que ça soit une si grosse surprise parce qu'on savait que Ferrari allait être devant et la surprise vient des faits de course et du manque de chance ou du manque de réussite et des incidents de Cadillac et BM. Mais Ferrari est à sa place. Les autres sont un peu loin. C'est vrai qu'il y a la grosse déception pour moi, il y a deux déceptions. Il y a Alpine d'un côté et surtout Porsche de l'autre qui a fait une course transparente. On a l'impression que les Porsche n'étaient pas là, quoi. C'est clair, franchement, c'est même incroyable parce que l'année dernière, on le disait, triplé avec donc 2 Porsche officiels et une Porsche Jota. Cette année, Jota est avec Cadillac, donc voilà, normal qu'on n'ait pas pu avoir de triplé Porsche parce que je ne compte malheureusement pas la présence de la Porsche Proton qui est plus là pour faire de la figuration. Malheureusement, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué pour elle, mais on y reviendra. En tout cas, c'est un triplé donc pour Ferrari, c'était pas arrivé depuis très longtemps. Le podium quand même est séparé de seulement 2 secondes, soit 677. C'est le plus petit écart entre les 3 premières places d'un podium sous condition de drapeau vert à l'arrivée dans une épreuve de WEC. Donc on va dire que les Ferrari étaient à leur aise. Je sais pas quoi en penser de ce triplé Ferrari, franchement. Alors, est-ce que tu sais depuis combien de temps c'était pas arrivé que Ferrari fasse un triplé dans un championnat du monde, justement? Oula, alors... Aïe. Ouais.
On parle au général. Ça y est, le piège direct. Oui, au général, d'une course d'endurance, parce que en Formule 1, t'as pas 3 Formule 1 depuis un petit moment. À partir des années 70, sinon c'est années 60, mais vieux quoi. Ouais, c'est ça. Et bah oui, t'as raison. 72, avec, c'était même un Ah ouais. quadruplé pour les Ferrari 312 PB. C'était en Autriche, au 1000 km d'Österreichring, et ça a été une victoire à l'époque de Jackie X et de Brian Redman. Une course, il y en a d'ailleurs pour la petite anecdote, où on retrouvait José Juncadella, l'oncle de Daniel, sur une, sur une, pas monoplace, sur une Oh, voiture ok. jaune. Ben, une voiture jaune a encore frappé, on y reviendra en LMGT3, mais avec la victoire de Danny Juncadella, entre autres, justement, et Corvette. 72, c'était la domination des 312 PB. Enfin, j'ai pas fait le lien avec faire un triplé, mais en tout cas, c'était l'année où ça gagnait tout, quoi. Toutes les courses auxquelles une PB, une 312 PB a participé Sauf Le Mans. ont été remportées, quoi. Donc voilà, c'est la domination. Ouais, je croyais que tu allais m'emmener sur le fait que. Alors, tu me demandais depuis combien de temps c'était pas arrivé, effectivement, ouais. Mais moi, je croyais que tu allais m'emmener sur le fait que t'étais déçu un peu des consignes d'équipe ou. Oh là Parce là, que arrête, m'en parle pas. clairement, Tu sais que j'ai eu la deuxième. l'impression. Non, mais j'ai eu Ouais. l'impression, parce que comme j'ai commenté cette course, je me suis dit, bon, on est parti pour 10 heures, c'est vraiment le renouveau de l'endurance depuis 3 ans, enfin depuis 2 ans. Mhm. On a beaucoup de spectacles, on a une balance de performance, un équilibrage en tout cas, qui est bien Mhm. fait. Donc voilà, on s'attend à avoir une belle bataille. Là, mais il y avait des pleurnichages, je sais pas comment on dit, mais des plaintes à la radio. Je me serais cru en Formule 1 au Grand Prix de Hongrie. Je me serais cru surtout en WEC, comme en 2016, comme en 2015, avec Porsche qui faisait ses consignes, qui faisait passer l'une voiture avant l'autre. Toyota, je me souviens d'avoir commenté en 2016. Toyota a fait ça pendant des années, Oh ouais, là bien là là sûr. là, mais à Austin, mais c'était un enfer. La 7 qui repassait devant la 8. Non, mais on va pas faire passer la 8. Ah bah attends, la 7. Bon, on repasse la 8. Et là, c'était ça. Avec finalement le petit trouble fait qui a pas vraiment eu de conséquences, mais cette Ferrari 83, moi je dirais que c'est elle qui a un peu poussé finalement dans ses retranchements, la 50, parce que la stratégie qui a été choisie pour la Ferrari numéro 50 était pour couvrir ce qu'a fait la 83, donc la Ferrari privée, la Ferrari jaune, qui, Mm. avec Kubica notamment au volant, a décidé de ne pas changer de pneus et donc de privilégier la position sur la piste, de ne pas faire le plein et de passer du temps en première position. Et c'était pas bête, parce qu'on ne peut pas doubler sur circuit. Mais donc, ils ont failli quasiment perdre la course. J'exagère un petit peu, mais avec une erreur d'exécution, si je puis dire. Attends, la troisième position de la 51, faut quand même se souvenir qu'elle a quoi, 3 pénalités, voire 4 pénalités. C'est 4 pas pénalités, je possible. crois, ouais. Non, en fait, moi, il y a deux trucs que je vois. C'est. Je suis surpris, curieux à chaque fois de voir cette Ferrari jaune qui, comme tu l'as dit, voiture privée, mais on le sait, c'est juste un montage financier qui fait que cette voiture est considérée comme privée. Elle a rien de privé, elle est engagée par F Corset avec un châssis 499. Enfin, c'est pas une voiture cliente, faut Oui, remettre oui. les choses dans leur contexte. C'est une voiture cliente au sens technique et financier. Donc, elle respecte les règles. Je suis pas en train de dire qu'ils sont en train de tricher, pas du tout. Non, bien sûr, Au bien sûr. contraire, ils ont fait ça très bien. Mais vous avez compris qu'il y a quand même des liens. Par contre, bah, ce qu'on voit, c'est que quand même, j'ai l'impression qu'ils ont un peu ils ont droit un peu à une carte de joker et à tenter des trucs. Bah oui et non, Et là, parce ça s'est qu'ils ont le vu. droit, Bah, mais quand c'est face à d'autres constructeurs, oui, mais là c'est face à Ferrari, à la ils ont maison eu mère. droit. Ouais, alors, ils ont eu droit jusqu'à 10 minutes de la fin. Parce qu'en fait, de ce que j'ai Voilà. entendu, c'est ils ont figé les positions. Et surtout, ils ont figé les positions dans cet ordre-là, je pense, pour. Alors, c'est ce que j'ai cru comprendre entre les lignes. Un peu optimiser les points au championnat. Puisque si je dis pas de bêtises, cette Ferrari, elle prend des points dans le championnat équipe. Elle se bat Exactement. en fait En contre la fait, Porsche Proton. Donc ils ont pris le maximum de points possible. Enfin, bon, ils auraient pu prendre c'est le ouais. maximum de points aussi en la mettant troisième. C'était Et voilà, c'est pas, ça. C'est c'était pas exactement, un puisque problème. du coup, c'est un autre comptage. Donc cette explication, elle tient pas. Moi, je pense qu'ils essayent de ménager un peu tout le monde. Et cette Ferrari jaune, elle a toujours eu ce rôle de voiture bonus sur laquelle on tente des paris. L'année dernière, on s'en souvient notamment aux 24 heures du Mans. Donc je pense que tu peux pas leur dire, les gars, on vous donne le même matériel, on est semi-privé, on croit en vous, vous avez vos chances de victoire, et leur empêcher toute performance dès que c'est possible. Donc là, il y a eu une petite Mais modération, mais ça va pas tenir longtemps. Je termine là-dessus. hmm, Pour l'heure, c'était la seule Ferrari, enfin, c'était la seule victoire Ferrari en dehors des 24 heures du Mans. Elle était signée de cette voiture-là. C'était c'est vrai. à Austin l'année dernière. Donc là, voilà, ça y est, maintenant, une Ferrari officielle a enfin gagné ailleurs qu'aux 24 heures du Mans. Mais cette Ferrari jaune, il va pas falloir la laisser dans les rétros toute l'année parce qu'ils vont klaxonner les trois là-dessus, hein. Ils ont envie de gagner, quoi. C'est sûr. Mais là, ce que j'arrive pas à comprendre, si tu veux, c'est que, alors pour l'image, bien sûr que c'est mieux qu'une Ferrari officielle gagne, mais je suis pas encore persuadé, mais je Oui. pense que si la Ferrari avait gagné
donc la course, bah, en fait, c'est au niveau des points des pilotes, bien sûr que ça aurait eu un impact. Mais sinon, la Ferrari 50 et la 51, elles auraient eu 66 points pareil. Je ne Mm. comprends pas pourquoi on a joué comme ça. Et surtout, à un moment donné, c'est vrai qu'on disait pas les choses à Kubica. Et à un moment donné, ça l'a énervé. Parce que, alors attention, est-ce qu'il faut que tu respectes tel truc, machin? De combien? Dis-moi de combien et je le fais. Tu vois, il s'est un peu agacé. Et je le comprends. Et moi, j'étais agacé aux commentaires parce que on voyait le truc venir où t'avais de la tension entre les différents pilotes à la radio. Personne savait quoi faire. C'est pas possible, quoi. Quand on a une voiture qui domine comme ça, ils étaient seuls au monde, ou quasiment, Mm. grâce encore une fois à Mm. Cadillac. C'est pas beau pour le championnat. Franchement, c'est pas bien, quoi. Mais tu sais, on a eu ça, tu l'as très bien dit, on a eu ça avec Toyota, et même quand ils avaient personne en face, enfin, quand je dis Mais personne, oui, quand il y avait l'Alpine, la fameuse Alpine ex-rébellion, pas une LMP2, hein, vous voyez ce que je veux dire, oui, bien sûr. mais la rébellion LMP1 Hypercar, Ils même envoyaient des signaux à contre cette eux, époque-là. ils arrivaient à faire des strats en disant, alors attends, la 7 et la 8, attends, alors José, faut que tu laisses passer, machin, donc Buemi se mettait un peu le couteau, enfin, c'était ridicule alors qu'ils se battaient l'un contre l'autre, et je pense que ça a aussi alimenté ce... Moi, je t'avoue, alors attends, je vais peut-être faire un truc un peu de bisounours, mais moi, je t'avoue que fan d'endurance depuis, je vais pas le dire, ça fait trop longtemps, depuis plus de 3 décennies, j'ai rarement eu cette image, cette vision d'équipage qui s'oppose, tu sais, de T'as vu? rivalité entre Oui, équipages. Un peu, exactement. bien sûr, mais pas tant que ça. Chez Toyota, moi, j'avais vraiment, quand il y avait, c'est un des premiers constructeurs chez lequel j'ai vraiment senti ce truc où tu vois les mecs qui disent bon bah bravo à l'équipage de la 8, ils ont été plus forts. Bon, les mecs sur la 7, ils sont dégoûtés. Et vraiment cette opposition. Je dis ça parce que à Et bah là, l'époque au Audi par départ, exemple, je sentais moins cette opposition. À l'époque Peugeot, je sentais moins cette opposition entre équipages. Et là, la 50 et la 51, tu sens que les mecs c'est des mercenaires de chaque côté et qui se, pas ils se détestent, mais mais ils attends, pourraient mais se bien tuer sûr. quoi. Et là, il y a ça aussi avec la 83. Alors oui, il y a ça aussi. À la limite, je le comprendrais mieux parce que cette voiture, elle est censée être privée. Bon, ok. Mais tu te Ouais, souviens mais du départ, quand même, on va le dire. Au départ, les deux Ferrari manquent de se sortir toutes les deux, avec un Niklas Nielsen qui fait l'inter sur, je crois que c'est Giovinazzi à ce moment-là, au volant de la Mhm. 51 qui était en pole, je crois, hein, je veux pas dire de bêtises. Et alors là, mais incompréhensible. C'est-à-dire qu'ils ont la même stratégie pneumatique. À un moment donné, on s'est fait piéger parce que sur le live timing, on nous mettait que la 50 était en pneu médium et la 51 en pneu dur. Là, ça aurait eu une logique de tenter de prendre l'avantage avec les pneumatiques médiums, de creuser l'écart, ainsi de suite. Ils avaient des pneus durs. Donc je ne comprends pas pourquoi on laisse comme ça deux voitures dans une course de 10 heures au premier virage quasiment se neutraliser. Je veux dire, ils sont capables de Ouais. perdre des courses Ah tout ben, c'est seuls, sûr. quoi, Ferrari. C'est Alors dingue. c'était, moi je crois que c'était Calado sur la 51, Ah, ok. mais Nielsen Calado, quoi, Nielsen la 50 et Calado la 51. Mais ça, tu sais, je t'avais dit, on en avait parlé l'année dernière, cette espèce de guerre intestine. Mais bon, ça, tu dois aimer du coup, parce que si tu me dis que t'aimes pas les consignes et que tu as l'impression de te retrouver un peu en F1 avec les gens Ouais. qui pleurent à la radio, là au moins, on let them race, quoi. Là au moins, Alors, ça le fait, quoi. ouais, j'aime bien. Premier virage d'une course de Ah, 10 tu heures, vois? je trouve que c'est Oui, un peu ah dans la bah logique, ça, quoi. c'est débile, mais oui, oui, ça, c'est débile. Non, mais par contre, qu'on se batte, oui, effectivement. Après, moi, j'aime le sport et l'affrontement et les dépassements si possible. Maintenant, sur ce circuit, c'est pas simple. Euh, je sais pas si ça vaut le coup, quand même, de se battre comme ça. La dernière course de l'année, je te dirais, ok, let them race. On est à la première course de l'année. On est au premier C'est virage. débile, mais après, faut aussi peut-être marquer son territoire dès le début, tu vois. Enfin, je veux dire, tu sais, dans les autres équipes, ça a beaucoup parlé aussi. J'ai entendu les radios, notamment bah, justement, chez Ferrari, en fait, comment dire, ils réagissaient, tu sais, à l'accrochage qu'il y a eu entre les deux Cadillacs. Et du coup, je pense qu'il y a cette logique de on se bat, premier virage, les mecs ils sont un peu chauds. Je suis d'accord avec toi, c'est débile, premier virage d'une course de 10 heures, mais on se bat. Et après, ils ont quand même su faire évoluer un peu ce discours en disant bon, on a vu avec les Cadillacs ce que ça a fait tout à l'heure, on est aux 3 premières places, on assure. Enfin, en fait, il y a. Ah, je sais pas comment analyser. En fait, c'est du Ferrari, quoi. C'est du Ferrari dans le texte, quoi. Non mais c'est ça, ils arrivent à se mettre, non mais à se tirer une balle dans le pied tout seul. C'est-à-dire que moi je comprends évidemment qu'on veuille sécuriser un doublé, Ouais. voire même un triplé, évidemment. Mais alors pourquoi
on les laisse se battre, puis après on explique à Kubica que finalement faut ralentir parce que si, à un moment donné, ok, bon, ben, on les laisse se battre, mais on les laisse se battre à la stratégie, on les laisse se battre un peu partout, pas roue contre roue en piste, ok, je comprends, on peut pas vraiment doubler, mais la 83 à un moment donné elle était devant, ils ont bien géré, et je te dis, c'est cette voiture-là qui a Ouais, failli ouais. finalement faire perdre la course à la Et 50, quoi. puis c'est cette voiture-là qui, à mon avis, sera encore toute la saison, j'espère en tout cas, le trouble fait, quoi. Au Mans, rappelle-toi, moi je me souviens très bien quand C'est vrai. j'ai écrit le résumé de la course sur le site officiel, puisque c'est ma mission depuis quelques années de faire ça, bah, de faire une analyse un peu à chaud. Et moi, le truc qui m'est apparu, et après, bon, c'est facile quand tu regardes la course, mais à chaud, on a vraiment eu ce sentiment que le premier tiers de course, c'est cette voiture-là qui a émergé comme la force dominante, avant qu'il y ait ce fameux incident entre Vantore et Kubica. Mais, euh, mais voilà, c'était la Ferrari qui, comme tu dis, entre les batailles en piste, la stratégie, le machin, le truc, c'est celle qui émergeait, quoi. Et je pense qu'ils vont, ou ils vont devoir la contenir, donc ils vont devoir donner des consignes, ou ils vont devoir à un moment se rendre à l'évidence qu'une Ferrari jaune qui gagne, c'est pas si grave, quoi. Peut-être bien même. Bah ouais, c'est clair. Voilà, moi c'était un peu la déception que j'ai eue de ces 1812 km du Qatar, ou plus exactement 1812 km moins 17 tours, parce qu'on n'est pas Mm. allé au bout de ces 335 tours, hein, qui devaient être effectués. L'année dernière, on était arrivé à 5 minutes près. Et là, cette année, il y a eu tellement de neutralisation, tellement de phases de full course yellow. On a eu plus d'une heure 10 de neutralisation, hein, entre full course yellow, virtual safety car et safety car. Ça a été en fait une course assez mouvementée, mine de rien. Je sais pas ce que Mm. tu en as pensé. Moi, j'ai quand même trouvé que ce scénario et cette course étaient intéressantes. Et puis, finalement, bah, voilà, la frustration dans les dernières minutes de voir ces consignes de piste et Après, de voilà, course. ce qui est dommage, c'est que ça a duré, on va dire, les 3 premières heures où ça a été. Bon, c'est aussi celle que j'ai regardée en direct, mais, mais je trouve que ça a été les 3 premières heures où il y a eu vraiment des choses. C'est là où il y a eu, comme tu l'as dit, évidemment, le départ et notamment une belle percée d'Alpine avec Ferdinand Habsburg, on va en parler. C'est là où il y a eu aussi BMW où Magnussen est plutôt en forme. Ensuite, il y C'est a son vrai. problème. Là où il y a aussi Il y a eu Earl Earl Bamber. Bamber, bien sûr. Là où il y a l'Aston Martin qui perd une portière. Les deux Cadillac qui se percutent. Enfin, c'est vraiment là où tout s'est passé. Et puis après, à partir de 17h15, 17h30, là, début de soirée, fin d'après-midi plutôt. Après, il y a eu des faits de Et bah, course, tu sais effectivement. Il y a eu pourquoi? pas mal de trucs, mais ça s'est déroulé, quoi. J'ai trouvé que c'était la température qui était, par rapport à l'année dernière, un petit peu moins élevée. Et donc, peut-être que l'exploitation des pneumatiques, l'année dernière, tout le monde était avec des pneus durs jusqu'au bout. Là, on a pu tenter des Hmm. choses avec les pneumatiques médium. Et je pense que ça a joué. Alors, notamment avec Alpine, hein, mais c'est pas le seul constructeur à avoir été touché par par ce fait d'avoir une température très basse. Mais je pense que ça a joué quand même, non? Et puis surtout, en fait, le truc, c'est qu'au départ, il y avait vraiment plein de configs. Tu vois, chez Ferrari, la 51, elle est partie en hard. La 50, elle est partie en médium. Je veux dire, full hard, Non! ouf. Si, si, si. Eh Ah ben bon? c'était hard. Non, non, ils se sont gourés. C'est justement ce que je disais. C'était annoncé full medium, et quand ils s'arrêtent au stand, ils ont des pneus rouges, Ah merde. la Tu vois. 50. Que j'allais justement livrer mon analyse, mais alors, si en plus on me donne pas Eh les bah oui. bonnes données, j'allais Eh dire que bah tu vois, chez exactement. Moi, j'étais Ferrari, en train bah ouais, d'analyser ça, évidemment. ouais, parce que bien sûr, les autres, c'était différent. Chez BM, chez Cadillac notamment, et puis chez Alpine Toyota. aussi, hein, qui avait Ouais, entre dur et médium. voilà, c'est ça, où ils mettent en gros le train, les pneus à gauche en hard et à droite en médium. Mais ok, bon, bah tu vois, j'avais pas la bonne info. Parce que je croyais que justement, il y avait eu aussi ce pari un peu technique, enfin ce choix pneumatique différent, quoi. Ce qui aurait été intéressant. Mais, Selon moi, carrément, ça aurait été carrément. justement intéressant. Ouais, bah c'est Alors, vraiment ils l'ont un peu l'utilisation des fait. deux voitures, quoi. Là, carrément, ouais. Ils l'ont un peu fait en fin de course, mais tu vois, c'est là où je trouve que je suis vraiment désolé de m'attarder sur Ferrari, hein. C'est peut-être pas agréable pour les gens parce qu'en plus ils ont fait un triplé, donc c'est sûr que c'est historique. Mais la 51 a évidemment gâché la victoire. Bon, ils ont gâché leur chance avec les pénalités, avec les contacts, avec l'exécution finalement. Tu vois, c'est Mhm. ce que je dis de Toyota au Mhm. Mans depuis 2 ans. Là, Ferrari, la 51, ils ont tout gâché. Mais par contre, ils avaient une vision différente de Imola, tu me vois venir, de l'année dernière, où en fait ils n'ont pas mis les mêmes pneumatiques aux 3 voitures au moment de la fin de course. C'est-à-dire que la 51 est des pneus neufs, Ouais. et la 50 et la 83 non. Mais sauf qu'en fait cet avantage-là, qu'ils auraient pu utiliser, bah, comme ils ont figé les positions, ça sert à quoi? Alors pour couvrir peut-être oui le retour de BMW, mais franchement, enfin j'ai pas compris du tout leur manière d'aborder cette course en fait chez Ferrari. Je te dis encore une fois, je suis pas dans leur tête et dans les petits papiers de chez Ferrari, mais j'ai le sentiment quand même que
il y a un peu ce phénomène de. C'est la première fois qu'une Ferrari AF Corse officielle gagne une course en dehors du Mans, donc C'est faisons pas de vrai. conneries, quoi. Non, mais tu sais, en fait, c'est vrai, quand tu regardes le résultat, tu te dis, allez, c'est encore Ferrari qui gagne. Ben non, en fait, pas tant que ça, quoi. C'est que la 4e fois qu'une Ferrari Hypercar gagne. Il y a eu 2 C'est fois, vrai. c'était Le Mans, une fois Austin. Donc, en fait, c'est pas du tout une domination. Et donc, je pense qu'eux, ils ont, de leur côté, ils les comptent, les victoires, et ils sont. C'est pas qu'ils sont fébriles, mais ils se disent, c'est un peu nouveau aussi Mhm. de gérer ça, tu vois. Enfin, je pense, hein. Et surtout qu'ils ont annoncé, en tout cas Antonio Coletta a annoncé que Antonello pardon Coletta a annoncé que le titre était vraiment en ligne de mire pour Ferrari, Hmm. quoi. C'est pas juste gagner au Mans. Alors peut-être c'est aussi une manière de se protéger, de se dire bon bah si on perd le Mans, Ouais. en fait c'est qu'on vise le titre, machin. Bon, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, bah, c'est vrai qu'ils font le carton plein, hein. 66 points d'entrée avec un système de points plus logique, ça y est, hein, puisque les deux voitures marquent des points. Au contraire de ce qui s'était Ah passé bah, l'année ils ont dernière, imposé les puisqu'il 2 n'y avait pas voitures, donc l'obligation. voilà, ils ont imposé 2 Exact. bagnoles par équipe. Maintenant, il faut que tout le monde marque des points. Ouais, c'est logique. Donc ça, c'est plutôt logique et c'est plutôt bien. Et puis donc, tu le disais, la 83 marque le maximum de points dans les équipes privées, mais ça n'a pas trop de sens cette Non. année parce qu'il y a 2 voitures seulement. Donc Ferrari, bon voilà, bravo. Moi, j'ai pas aimé la façon dont ils ont géré les consignes. Ils l'ont pas fait de manière, euh, comment dire, intelligente. Voilà, je trouve. Ça s'entend trop. Les pilotes sont agacés. Enfin, ça se fait pas une belle image. Voilà. Bon, bref. En tout cas. Eh bien, face à eux, on a eu Cadillac qui vraiment a été mais au sommet, quoi. Je pense qu'il n'y avait pas mieux pour, pour une entrée en matière avec Mm. Jota. Tu te souviens ce qu'on disait la semaine dernière? Grâce à Jota, Earl Bamber va se calmer. Il y aura des consignes, pas des consignes, il y aura Oui. des courses vraiment qui vont être bien menées, rondement menées. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc Earl Bamber fait n'importe quoi dès le début. Ouais. Button fait n'importe quoi, il est même pas pénalisé. Moi, je reste persuadé, on m'a dit l'inverse, des pilotes, des consultants avec qui je commentais me disaient l'inverse. Moi, je pense que c'est Button qui a break testé Lynn et que Lynn, mais moi, je fais mais à 100% pareil que Lynn. Je veux dire, c'est un restart, l'autre relance, et bah tu suis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dire ah bah, ils sont équipiers, c'est bon, tu le laisses partir? Bah non, je suis désolé. Tu vois, je suis pour la compétition. Je suis pas en train de dire qu'il faut sortir comme les Ferrari au premier virage ou pas loin, mais ils se battent pour une première position, tant mieux. Là, qu'est-ce qui nous fait, Button, de relancer et de refréner? Je veux dire, la réglementation, moi j'ai toujours eu ça. J'ai même pas compris comment, je suis vraiment désolé, mais le collège des commissaires, j'ai pas compris la logique. Comment tu peux pénaliser celui qui est derrière et qui se fait break tester? À un moment, le leader relance, il a le droit de relancer à une reprise, il peut attendre le dernier mètre juste avant la ligne. Ok, là on était à l'antépénultième virage. Donc là, dès qu'il relance, il relance. Eh ben non, il refreine. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si. Comment tu l'as vécu ça? C'était l'image de. Ah, ça, mais non, mais il m'énerve, hein, Jenson Button, hein. C'est pas possible, hein. Il y a plein de trucs à dire là-dessus. Il y a plein de trucs à dire. Alors, déjà Bamber. Déjà Bamber. Bamber, oui, tu parles quoi de la tentative de dépassement à l'extérieur où, comme d'hab, il prend du marble et puis il part en cacahuète, Voilà, quoi. Ouais, juste, par enfin, exemple, juste, alors que la c'est déjà Cadillac arrivé plein de fois l'année va se dernière. placer. Enfin, à Fuji, c'est arrivé comme ça. Enfin, c'est pas la première fois qu'il nous la tente, quoi. Mais je sais, mais là, il est avec Jota et je pensais que ça Mhm. allait le calmer. Ouais, non, mais après, sur l'incident Lynn Button, j'ai entendu tout et son contraire. Et comme toi, je suis assez. Comment dire? J'ai entendu un truc du genre, ouais, mais Alex Lynn, il a merdé parce que devant, c'est son équipier, donc il aurait dû laisser plus de distance. Et en plus, derrière, il y avait une Lexus qui va faire tampon avec les autres hypercars, donc ça sert à rien qu'il soit aussi près. Euh, Attendez, enfin là, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'imagine, enfin, je sais pas comment ça s'est passé, mais ce que j'aurais imaginé, moi en tout cas, je serais dans cette position, c'est on se fait un échange à la radio en disant bon, Jenson est devant, il va redonner l'impulsion à tel endroit, donc prépare-toi. Bah oui. Et on communique l'info. Et voilà, et c'est comme ça que ça se passe. Et quand il est parti, il est parti. D'où il fait comme tu dis, un break check. Enfin, en fait, c'est débile je trouve que c'est le genre de manœuvre que j'aime pas d'habitude, que ça soit quand t'es pas contre ton équipier. Enfin, je veux dire, quand il y a un restart comme ça, cette Ah, mais façon de se oui, bien sûr. traîner, de machin, ça fait partie de la course moderne, je sais. Je Normalement, déteste non, ça. mais non. Alors, ah oui, mais en même temps, c'est une technique aussi Oui, de c'est une relance, ça, technique, mais je le comprends. c'est l'opposé Tu de sais, la de faire course, tu vois. accélération, Ouais, ouais, ouais. accélération, freinage, accélération, freinage. Bon, après, en même temps, t'as raison, c'était au début de course. Donc, c'était après quoi? 3 heures de course, même pas? Donc, bon, c'est très très bizarre de faire ça. Mais c'est surtout que là, il a pas fait accélération, freinage. Il a fait accélération et gros frein. Mais Ils là, se mais personne sont, ne fait ça. ils se sont sabordés et moi Et alors, je suis c'est d'accord vrai avec que toi, Lynn c'est Jenson Button qui était merde, un enfin, peu chaud. clairement. Oui, Mais c'est vrai que il était un peu chaud parce que je crois qu'à la radio, il dit ouais, je vais get him, je vais l'avoir. Et tout. C'est vrai que on se serait cru chez Ferrari, quoi. Mais non mais c'est fou, enfin de faire ça, moi je trouve ça dingue. Et donc oui, comme tu dis, il y a
il y a une espèce de bulle, de dôme de protection, je pense, autour de Jenson Button, un peu comme il y a autour de Valentino Rossi, on va pas se mentir, où de toute façon, c'est quoi vrai. qu'ils fassent, c'est pas de leur faute, quoi. Et là, je me dis, bon, alors je suis désolé, hein, je crois que je t'écoutais pas à ce moment-là aux commentaires. Ah, Je sais plus où mince. j'étais, je t'ai perdu. Non, je devais être sur la version anglaise du WEC, je pense. Et, et ça attaque pas en frontal Jenson Button, bah tu m'étonnes en même temps. Les commentateurs anglais, ils vont pas non plus Ouais, mais directement enfin, le charger, mais Lynn. Lynn est bien britannique aussi, tu vois, ça se passe oui, entre mais tu vois, Britanniques en plus. Enfin. après ils ont une prudence aussi, et ils ont raison, ils ont une prudence de qu'est-ce qui s'est passé, enfin, où est-ce qu'on est vraiment dans le virage, parce qu'au début on sait pas vraiment où est la zone de freinage, est-ce qu'il a freiné plus tôt que la zone habituelle, machin. Enfin, tu vois, il y a une espèce de prudence, mais au bout d'un moment, Bien quand sûr. même, tu te rends un peu à l'évidence et tu te rends compte que Button a quand même Bah, il freine, hein. Ça freiné se voit, de je veux dire. ouf. Ah ouais, Ah ouais. vraiment, ouais, le différentiel, enfin, le cassage de vitesse, alors que tu as ton équipier qui est derrière et qui est pas loin, il a des rétros, hein, il peut regarder. Donc c'est quand même, je trouve, une erreur. Et, Bah ouais. et après, C'est c'est dommage de Lynn le qui faire entre prend une équipiers, hein. pénalité. Non, mais enfin, d'où il prend une pénalité? Comme tu dis, alors là, enfin, déjà, au pire, enfin, il n'y a pas de. Parce qu'il a pris une pénalité pour conduite dangereuse, je crois, enfin, pour avoir causé Oui, l'accident avec l'autre voiture. Mais parce enfin, c'est que, un fait de étant course, donné quoi. que c'est le pilote qui est derrière, bah ouais, non mais c'est le pilote qui est derrière, donc tu sais, tu dois être maître de ton véhicule, mais comme Ouais. sur la route, comme Ah sur bon. un code de la route normal. Enfin là, tu freines pas dans une ligne droite, Enfin, quoi. dans Donc à ces un cas-là, moment. on donne une pénalité à chaque voiture qui sort des limites de la piste et qui ramène du gravier parce que ça met du danger pour les autres. Enfin, en fait, on n'a pas fini de mettre des Exactement. pénalités, quoi. Là, ils se Ouais, sont réglés entre eux. Je veux dire, c'est la même équipe, ça c'est c'est le même clair. constructeur, donc il n'y a pas besoin de foutre une pénalité. Ils se sont sabordés eux-mêmes. C'est Nul horrible. besoin de Franchement, pénaliser. quand j'ai vu ça, non mais quand j'ai vu ça, alors j'étais pas aux commentaires, donc ça va, tu es moitié excusé. Ah voilà, c'est J'étais pour en train de ça. prendre ma pause avec, avec Nat Berton, et on revient, et on n'y croyait pas. Je veux dire, franchement, c'est hallucinant De cette bien belles image. images, de bien belles Et images. Ah, c'était de beau, bien hein. belles images. La, la, Ah bah vo- ça, la, vo- on la va s'en voiture souvenir de dans, Lynn, dans ah ouais, 10-15 la ans, hein. voiture de Lynn avec l'avant éclaté, là, c'était superbe, sublime. Moi, j'adore quand il y a les effets de course comme ça. Non, mais c'est vrai, c'était ça. Par contre, bah voilà, du coup, les Cadillacs, merci, mais au revoir. Et on n'a pas eu le droit à voir cette bataille parce que ça aurait pu se faire au rythme, hein. C'était quand C'est même pas clair. mal. Ouais. Bah attends, combien est-ce qu'ils arrivent les Cadillacs? Regarde, la Cadillac, elle arrive huitième alors qu'elle a perdu un temps monstre, elle est à 37 secondes, il y a eu pénalité. Non, vraiment, ils ont gâché au minimum un podium. Mhm. Puis en plus, moi, ils m'ont fait perdre de l'argent parce que j'ai quand même parié. Ah, ok. Non, c'est pas vrai. Non, non, j'ai pas parié, mais tu sais, j'en avais parlé justement. De dire que bah voilà, les Cadillacs, honnêtement, elles pouvaient faire quelque chose, quoi, hein. C'était Mais jouable, là, hein. c'était pas Bamber, c'était pas le chat noir de Bourdet, c'est du Alex Lynn. Il y a pas non plus de Jacket Ken ou tu vois, non, c'est vraiment. Non, c'est vrai. C'est encore un nouveau paramètre Cadillac, mais ça veut pas, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Après, ils en auront C'est 4 aux vraiment 24 dommage. heures du Mans, donc peut-être que ça réussira à passer. Bah, espérons, espérons. En tout cas, vraiment dommage. Voilà, on voulait parler de Cadillac. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que sur l'exécution, sur le rythme et tout, il y avait moyen de bien faire. Et bah, ils se sont, voilà, comme tu l'as dit, complètement sabordés. Bon, j'espère que Bamber prendra du plomb dans la tête parce que, franchement, c'est un super bon Mhm. pilote. En vrai, je l'aime beaucoup. Et à chaque fois, je le casse parce qu'il fait des bêtises. Mhm. Mais parce que lui, il casse des voitures. Mais, mais sinon, je pense que c'est tellement gâché. Je comprends pas. Franchement, Bourdet, Bamber et tu le mets avec un autre Cador, c'est rapide quoi. Là, tu le mets avec Button. Je Bref, sais, je sais. ah, je suis au fond du trou. Bon, BMW, en tout cas, bravo, parce que je trouve quand même que depuis leur arrivée en WEC et puis avec la situation, avec l'exploitation de WRT, franchement, ça progresse, hein. Et puis en IMSA cette année, ça l'a fait aussi, ils ont manqué de peu la victoire. On s'était un peu avancé en disant que BMW pourrait faire le podium. C'était pas si loin, mais je sais pas ce qu'a fait Magnussen. A priori, il a vraiment, il s'est raté quoi au restart. Il a mélangé les boutons, il a mis je crois, le limiteur en voulant enlever le full course yellow 80 km/h. Mhm. Du coup, il se retrouve à 60. Il rappuie sur le bouton pour le full course yellow. Il enlève le limiteur, mais le full course yellow enfin, ça dure pendant une minute. Et il perd tout le bénéfice de son bon début de course, quoi. Mais tu vois, ça montre bien que être pilote d'endurance ou pilote d'une hypercar, ça s'improvise pas. Et c'est celui de tous les pilotes, je pense, enfin parmi les pilotes en tout cas qui sont dans cette catégorie-là, qui a le moins d'expérience au volant, qui a le moins d'heures de roulage. Et voilà, tu vois, ce genre d'erreur. Alors, sauf si c'est une cause mécanique ou si c'est un truc, une commande qui a merdé, Je mais crois pas. Ouais, je crois pas. je pense pas, hein. Je pense qu'on là, on est quand même sur une erreur clairement de sa part. Bah voilà, le manuel d'utilisation de la voiture, faut le connaître et les procédures, faut les répéter une fois, deux fois, 10 fois, 100 fois.
Et là, peut-être que ça a manqué. Donc, ouais, c'est dommage parce que la voiture était vraiment bien. Bah, bien Après, je bien placée, dirais, évidemment. Et ouais. bon, ils finissent quatrième. Oui. Je dirais, et je sais pas ce que t'en penses, mais le WEC, alors peut-être que c'est avec l'équilibrage des performances, peut-être que c'est aussi cette nouvelle façon d'aborder les courses d'endurance, mais j'ai de plus en plus l'impression qu'on est un peu comme à l'instar de l'IMSA, dans des courses où finalement ben, on a, allez, on va dire 8 heures ou 9 heures de mise en place. Faut rester dans le tour, faut rester en embuscade, et puis sur la fin, ça se joue. Alors peut-être que j'exagère, mais tu vois, cette BMW, elle était loin à un moment donné. Et puis ils sont remontés au fil des arrêts au stand, etc. Et puis ils finissent à 10 secondes, quoi. Ouais, ok. Non? Ouais, Je sais pas, je trouve j'ai quand cette même que impression-là. je trouve quand même que les débuts de course sont hyper importants. Là où tu vois, par exemple, à Daytona, effectivement, le début de course, c'est rarement. Le début de course, on adore le regarder parce que ça commence, voilà, c'est le Bien début sûr. de la saison. Mais sauf si vous pouvez me contredire, hein, vous pouvez laisser un commentaire et me contredire, mais je trouve qu'il se passe rarement de trucs. Les courses de WEC, par contre, c'est l'inverse. Je trouve qu'il se passe souvent des trucs au début et à la fin aussi, mais à la fin, c'est Et à la fin, plutôt. ouais. À la fin, c'est pas qu'il se passe des trucs, c'est que, effectivement, comme tu dis, chacun a préparé son jeu et vise. Bah là, tu vois, on savait que l'épreuve allait durer. Ça allait être une durée et pas un nombre de tours. Et Ouais. donc, voilà, chacun a placé ses pions et il y a le truc qui arrive et le rythme et les pneus et machin. En Ouais, mais tu IMSA, vois, c'est un peu Alpine différent. par exemple. Tout se joue sur le dernier stint en IMSA, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, En là, je, WEC, pas je trop. pense à ça parce que Alpine, début de course, ils sont là, hein. Et puis dès qu'ils commencent à faire un petit peu frais et tout, ils dégringolent dans le classement. Donc voilà, peut-être que c'est des conditions extérieures qui expliquent ça. Mais voilà, bon, j'ai trouvé, au vu Ouais, ouais. des écarts, alors tant mieux parce que c'est l'objectif aussi, hein, d'aller vers une convergence finalement de performance entre Ferrari, BMW, Toyota, Cadillac, Peugeot, Porsche. Ça va pas être simple, hein, mais essayer d'aller les rapprocher le plus possible. Force est de constater que ça fonctionne quand même. Mais on va avoir peut-être de plus en plus de consignes de courses comme celles qu'on a vues avec Ferrari, parce que selon les circuits, il est possible que peut-être que des voitures justement d'un constructeur puissent plus ou moins fonctionner. Moi j'ai l'impression qu'ils sont quand même rangés ces constructeurs, mine de rien. T'as Ferrari, t'as BM qui fait 4 et 7 Mm. qui encadrent les deux Toyota, t'as Cadillac bon, qui aurait dû faire mieux, t'as les deux Peugeot qui sont 9 et 12 et qui encadrent les deux Porsche, t'as les deux Alpines qui se suivent. Tu vois ce que je veux dire? Et puis les deux Aston qui, bon, Ne ont néglige débuté. pas le pouvoir de la BOP. Là, en fait, enfin, de ce que j'ai vu, je l'avais pas regardé avant, mais de ce que j'ai vu, quand même, les Ferrari ont perdu 38 kilos par rapport à l'année dernière, pendant que les Porsche ont pris 16 kilos. Donc, tu veux, on est quand C'est même vrai. sur des années-lumière d'écart de configuration de voiture. Alors, certes, toute chose étant Ah bah égale d'ailleurs, on par le voit. ailleurs, il y a pas que le poids de la voiture qui explique les performances, parce qu'en un an, Ou ils le ont poids pu du bosser sur pilote. d'autres choses. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, tu vois, on est sur. Ça fait quoi? Si je dis pas de bêtises, ça fait 54 kilos d'écart entre. Enfin, euh, il y en a une qui perd 38 et l'autre qui gagne 16. Donc, Ah ouais. vraiment, c'est un changement hyper important, tu vois. Et donc, comment ça sera pour les prochaines manches et comment ça sera aux 24 heures du Mans? Je pense que ce pouvoir de la BOP fait que on peut pas définir une hiérarchie déjà pour les différentes courses. Non. On Et, peut. et- Ouais. Mais les Porsche ont été largués, en tout cas, ça c'est sûr. Tu vois? Ah, dès le début. Pour se Dès le retrouver avec début. les Franchement, Peugeot, c'est c'est pas que dingue. les Peugeot ont progressé, c'est que les Porsche ont régressé. Bah alors, régressé ou en tout cas n'était pas vraiment à leur aise avec l'équilibrage de performance qui était donné parce que l'année dernière ils dominent. Enfin, ils dominent, non. Ils arrivent à s'en sortir sur la stratégie, etc. Là, il Mhm. n'y avait même pas de possibilité. Ah non, Même avec une bonne stratégie. Pourtant, Christensen, il s'est battu, hein. Il est resté dans le tour du leader. Il a fait tout ce qu'il fallait. À un moment donné, il a fait un move de malade. Euh, c'est vrai que c'était très difficile à lire finalement, hein, ces performances. Mais moi, je me méfierais quand même parce que je me dis que justement Le Mans étant un gros rendez-vous, on sait que la BOP est calculée sur les 3 dernières manches. Je ne sais pas si Ferrari va pas justement un peu sortir le frein à main. Peut-être pas Imola parce que Imola est quand même une course à domicile, mais bon, je me dis qu'ils n'ont pas intérêt en fait à dominer sur l'ensemble des temps autour, sur l'ensemble d'une course, à mener comme ils ont mené en fait, hein. Là, Ferrari, ils ont mené, je crois, combien? 318 tours. Non, pardon, 309 tours sur les 318. Ce qui est franchement un truc de fou. Donc je sais pas, je me dis qu'ils vont peut-être sortir le frein à main à Spa, à Imola, juste avant les 24 heures du Mans, non? moi je suis un peu naïf, ce genre de truc, j'y crois pas trop. Mais oui, je sais que ça se fait, mais je me demande s'ils ont J'espère vraiment que non, encore les capacités de le faire, puisque maintenant tout est quand même vachement contrôlé c'est vrai. et les organisateurs ont pas d'intérêt à avoir un constructeur qui cache son jeu et qui ensuite au Mans ultra domine. Enfin, encore une fois, hein, Ils n'ont pas peut-être que je suis trop naïf intérêt. là-dessus, hein, mais.
Non, mais attends, ils ont pas intérêt à avoir un constructeur qui domine non plus, comme là, pour le coup, ça a été avec leurs adversaires, Ferrari, quoi. Je veux dire, la 51 était 6e à un moment donné. Bon, bah, sur un circuit où on passe pas, ils arrivent à remonter 2 places dans les Mm. dernières minutes, quoi. Après, j'ai bon espoir que ça sera la 3e édition des 24 heures du Mans où on a autant d'hypercars, et notamment où on a les Ferrari, les Porsche, les Peugeot, etc. Euh, j'ai bon espoir que la BOP au Mans soit équitable, tu vois. Bien sûr. D'ici là, je sais pas. En fait, c'est toujours compliqué d'avoir, en fonction des circuits, en fonction des évolutions, en fonction. Bah oui, je sais. C'est toujours très dur. Et là, tu vois, aussi, on n'a pas encore mentionné, mais Aston Martin qui a été largué, c'est logique, quoi. Ils ont une BOP qui est pas favorable parce que c'est leur première course, parce qu'ils Ils n'ont pas arrivent. de système hybride, ils débarquent, on va pas tout de suite leur libérer les brides et leur permettre d'être hyper loin devant. Donc, moi, Bien j'ai sûr. bon espoir que ça s'affine. Et ouais, effectivement, là, c'était assez étonnant, mais finalement, comme on l'a dit, on vient de le faire dans le débrief, les Cadillacs sont pas devant parce qu'elles se sont neutralisées toutes les deux. BMW, il y en a une en tout cas au moins qui est pas à la place qu'on attendait, parce qu'il y a quand même eu 30 secondes de... Il s'est battu avec le volant pour remettre la pleine puissance, et finalement il C'est termine vrai. pas si loin. En fait, tout le monde est plus... Enfin, c'est un peu de la faute de chacun s'ils sont pas au même niveau que Ferrari, je trouve. Tu vois. Enfin, Porsche moins, quoi. Porsche, pour le Ah, coup... peut-être hormis Toyota. Parce que là, pour le coup, Toyota, franchement, autant je peux être assez critique avec eux sur certaines courses, autant là, moi, je trouve qu'à l'exécution, franchement, c'était solide parce que ces Toyota, ben, au départ, elles étaient loin, hein, mine de rien, Mhm. parce que, enfin, Il la y en a une 8 qui en est tout cas, partie... partait 11e. Ouais, ouais, ouais. Mike Conway, il a été un peu trop tendre au départ. Il s'est fait doubler par la 50, il s'est fait doubler par la BM aussi. Enfin, il a perdu un peu pied dès le début. Mais Toyota, je ne sais pas trop expliquer finalement la raison pour laquelle bon, bah, ils ont été un petit peu inexistants. Alors, ils marquent des points, hein, évidemment. 5e et 6e sur une course quand même qui, on va peut-être le rappeler, je ne sais pas si on l'a rappelé, mais offrait beaucoup plus de points que d'habitude, hein, avec 38 points pour la victoire. Et 27 points pour la deuxième place. Donc, c'est ce qui explique aussi qu'il y a déjà un gros écart entre Ferrari et le reste du monde, quoi. BMW deuxième du classement général provisoire et Toyota troisième avec 35 et 33 points. Il y a déjà quasiment le double de points entre Ah bah Ferrari oui. et Toyota, quoi. Ah bah non, mais ça va laisser des traces, hein, cette course-là. Après, le championnat est quand même long, mais oui, ça Oui, va c'est laisser des vrai. traces, quoi. Enfin, Ouais. il y a 8 épreuves. Il n'y a pas beaucoup d'épreuves ou de courses où on peut marquer plus de points, hein. Il y a des courses de 8 à 10 heures, donc c'est Bahreïn et Losail. Et puis il y a la Puis le course Mans. de 24 heures au Mans. Et sinon, après le reste du temps, c'est des courses de 6 heures classiques avec 25 points Mm. à prendre. Donc voilà, fallait pas négliger cette première course. Il y a malheureusement eu quelques déceptions. Toyota, qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, ils finissent, je trouve, voilà, avec une bonne stratégie, 4e et 5e, pardon. Non, 5e et 6e, j'y arrive. Et par contre, ça n'a pas été une course sans erreur, notamment celle de Mike Conway, hein, qui s'est fait un peu piéger, perdu un peu de temps. Bon, est-ce que Toyota pouvait espérer mieux ou pas du tout? Je sais pas, parce que je pense aussi que c'est la voiture la plus âgée du plateau. Et donc, Ah oui, peut-être qu'ils ont déjà atteint le plein potentiel, ou en tout cas, ils sont pas loin du 100% de potentiel de ce qu'ils ont. Et face à ça, tu peux pas. Enfin voilà, peut-être qu'elle plafonne au niveau performance, j'en sais rien. Mais je verrais un peu ça. Je verrais un peu le ouais, côté. c'est possible. Ouais, parce que c'est quoi? C'est 2021, l'introduction de Ouais, la la GR010. première hypercar. Ouais, ouais. Que voilà, là où pas mal de concurrents sont arrivés plutôt en 23. Donc, ouais, je pense qu'il y a, il y a peut-être cette fraîcheur, ou puis c'est conception un peu plus ancienne. Je rappelle qu'à la base, la GR010, elle était prévue notamment pour avoir des pneus avec une monte au carré, donc du 31 pouces partout. Enfin, il y a eu quelques changements. Il y a du joker technique d'utiliser parce qu'elle répondait à un espèce de truc hybride entre la Valkyrie, elle correspond au règlement avant même qu'il soit publié. La GR010, elle est après qu'il soit publié, mais dans sa première version. Et la 499P ou une 963, c'est des voitures qui sont parfaitement adaptées au règlement actuel. Je sais pas si vous voulez un peu un positionnement. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, je pense qu'il paye peut-être un peu ça. Le fait qu'elle elle est arrivée à un niveau assez mature de développement, et qu'il y a peut-être moins de choses à en tirer. Après, attention, hein, au Mans, ça sera toujours très bon, quoi. Mais ce sera Oui, toujours mais bien devant, je sûr. pense. Ouais, ouais. Évidemment, évidemment, parce qu'elle est aussi taillée pour ces grandes lignes droites, Ouais. pour les relances, etc. Attends, c'est sûr que en ayant une voiture hybride, en ayant une LMH bien étudiée, honnêtement, voilà, on ne s'en fait pas trop Non, au niveau du non. rythme pour Toyota. Est-ce que pour Peugeot, on voit
plutôt un encouragement à cette position dans les points, à cette 9e place avec la 93, Jensen, Vergne et Di Resta. L'année dernière, on sait que Di Resta avait été pas mal mis en difficulté. Bon, là, c'est quand même des petits points de prix, c'est pas rien. Et puis au classement général, ben voilà, on attendait Alpine en tant que constructeur français, ben, c'est Peugeot qui marque des points et Alpine n'en marque pas, hein. Ouais, ils se sont battus justement avec Alpine, ils se sont battus avec Porsche, donc pour ce côté-là, c'est plutôt positif. Après, ça fera bientôt 1 an que la nouvelle Peugeot 9X8 version 2.0 Evo 1 bis Supercopter, appelez-la comme vous voulez, avec un aileron quoi. À Imola, ça fera 1 an qu'elle est arrivée. C'est pas non plus transcendant les évolutions, hein, donc le mal n'était pas que dans l'absence d'aileron. Le mal, je sais pas où il est, mais voilà, c'est pas non plus foufou. Mais bon, l'avantage, c'est que en rythme et en course, en tout cas, ça se battait contre, comme je disais, Alpine et Porsche. Donc, si tout ce C'est petit dingue. train si tout ce petit paquet est un peu mieux valorisé dans les autres manches, notamment grâce à la BOP, il y a de bons espoirs. La 9X8, elle est plus, c'est plus le canard boiteux, c'est plus la voiture qui est à 4 Non, secondes. non. Et voilà, elle est quand même à peu près dans le train. Donc, il y a quelque chose à faire. Ouais, surtout en termes d'utilisation des pneus, on est en train de travailler justement pour qu'elle n'use pas trop ses pneumatiques, hein, cette Peugeot. Mais c'est vrai que Peugeot, Porsche, Alpine dans le même bateau, là, ici au Qatar, on s'attendait pas à ce point-là. Au Qatar, en plus, c'est un vrai billard, donc c'était plutôt favorable, j'allais dire, à Peugeot. Bon, on a vu que c'était pas forcément le cas, même s'ils ont maximisé un petit peu Oui. ce qu'ils pouvaient, hein. Mais il se retrouve avec Porsche, avec qui il se battait l'année dernière aussi, puisque avant C'est l'abandon vrai. dans le dernier tour, enfin Ah oui, t'as dans les raison. dernières minutes. Donc finalement, la Peugeot est peut-être à la place où elle doit être avec la Porsche. Est-ce que c'est pas Ferrari qui a eu un cadeau, on va dire, avec cette bio? J'en sais rien, tu vois. En tout cas, ça semble assez cohérent la position qu'elle occupe. Ouais, bah, il y a que Cadillac qui aurait fait un step si évidemment il n'y avait pas eu ce qu'on a évoqué. Hmm. Mais voilà, c'est vrai qu'avec BMW, avec Ferrari, moi, je pense qu'ils étaient un petit peu au-dessus, mais qu'ils ont manqué le coche. Pour Alpine, pareil, hein, c'est dommage parce que honnêtement, bah, il y avait du potentiel, quoi. Je veux dire, quand on a le départ de folie comme l'a fait Ferdinand Habsbourg, je sais même pas comment il est passé. Lui, il aurait pu tout casser et Ouais, faire un strike, hein. ouais, carrément. Il l'a pas fait. Et bah, malheureusement, Alpine, comme Aston Martin, ne marque pas de points. C'est quand même dingue d'arriver à ce bilan-là, alors que j'ai trouvé quand même super intéressantes les performances qu'avaient montrées à la fois la 35 et la 36, quoi. J'ai trouvé ça bien aussi, mais comme tu dis, le résultat final, il n'y a pas de points. Faut en garder quand même une bonne image. Je pense qu'ils ont montré des trucs. Comme tu dis, Habsbourg Ouais. en début de course, je m'attendais pas à le voir là, et lui non plus, je pense d'ailleurs. Il faisait le relais de sa vie Oui. là, derrière Magnussen. Non, mais c'est vrai, c'était assez fou quand même. Et après, Ouais, même Mako, même Paul Louchatin, enfin tu vois, il y a des bons tours. Alors après, c'est à modérer parce que ça dépend aussi du trafic, ça ouais, dépend de la position dans laquelle tu roulais ou au moment de la course où tu roulais. Mais les performances des pilotes, un index là, qu'on peut avoir mhm. en tête, hein, le B-Pilar, bah, on voit quand même que c'était pas si mal, hein, pour Alpine quoi, la première partie du tableau, on va dire. Ouais, après, petite bévue de Charles Milesi dans le trafic. C'est rare, ouais, Ouais, c'est c'est arrivé. Bah, rare. ils ont voulu tenter le 4 de front. Bon, C'est tendu, c'est tendu, mais voilà. Sinon, ouais, non, moi je pense qu'il y a de belles choses à. Leur heure va arriver. Enfin, tu vois, on avait beaucoup d'attentes, donc évidemment, on est un peu déçu de voir ce résultat et pas de points. Mais je pense que leur heure va arriver. Mais en tout cas, ils ont l'air d'avoir fait les choses bien. Côté fiabilisation, comme on avait parlé pendant l'hiver de ce fameux moteur. Côté changement de pilote, où ça y est, c'est solide. Et donc, je pense que ça va arriver. Peut-être Le Mans, c'est peut-être la surprise, ou post-Le Mans, mais je pense qu'il ne faut pas les enterrer. Ce mauvais résultat n'est pas le reflet de ce qu'ils vont vraiment montrer en 2025, à mon avis. non, et puis c'est ce qu'a dit Mick Schumacher aussi, hein. C'était plutôt vraiment l'exploitation des pneus et la chauffe des pneus avec des températures plus fraîches parce qu'on était aux alentours des 15 degrés, hein, alors que l'année dernière, on était plutôt aux alentours des 22-23. Donc bah, ça a pu quand même jouer. Bon, Aston Martin, on va pas trop en parler. Journée porte ouverte, hein, pour Marco Sorensen. Non, mais Voilà. c'est pas utile. C'est une première course. C'était une séance d'essai. Voilà. C'est tout. Oui, séance d'essai, voilà, c'est un peu comme Isota Fraschini l'année dernière. Bon, bah On s'en voilà, souviendra pas. il Enfin, tu vois, débarque. ouais, voilà, on s'en souviendra pas. La première course, ils étaient à 4 secondes aux essais, machin. Ils étaient derrière pour l'hyperpole. En course, ils ont rien fait. C'est pas grave, ça va arriver. Ou ça n'arrivera pas, mais ils partent avec une arme dont on a déjà parlé, qui est quand même très Ouais, sympathique, avec un V12 Atmo, mais qui n'a pas d'hybride, et c'est on est vrai. en 2025, donc ça va être compliqué quand même.
Ouais, je suis d'accord, c'est vrai que c'est un peu anachronique là, mais moi je voulais juste, ouais, donner un petit carton jaune, allez, je suis gentil, Allez. à Marco Sorensen. Non, mais je veux dire, tu rentres pas avec, ne serait-ce quel enfin, n'importe quel problème si tu veux, tu rentres pas à telle vitesse. Si tu as une crevaison, on se souvient de certains pilotes qui, arrachaient tout, en allant trop vite pour rentrer au stand, on se souvient de certains pilotes Toyota notamment, mais Marco Sorensen Ah là, il ouais, a la oui. porte ouverte et non, tu peux pas. C'est pas possible de rouler à cette vitesse-là. Enfin, je veux dire, tu sais qu'à un moment donné ça va arriver. Nous, en tout cas, aux commentaires, on l'avait dit, hein. On avait dit 4 ou 5 virages avant, mais s'il continue comme ça, il va la perdre la porte. Bon, bah évidemment, c'était pas manqué. Donc, dommage. Ouais, Ouais, parce que ça. là, pour le coup, c'est de la perte de temps qui, de toute façon, n'aurait pas été très importante. Mais c'est surtout une perte de temps avec ce qu'il faut faire au stand et rafistoler la porte. C'était pas Ouais, si, pas si tu viens de simple. me rappeler de belles images, parce que Ah, t'as vu? par pudeur, t'avais raison, tu voulais pas citer. Je pense que c'est à ça dont tu faisais allusion. Non, j'avais surtout, moi j'avais Marc Gené en tête. Tu sais, je sais pas si tu vois, ça c'est Le Mans 2012, je crois, où il tape au même endroit que Romain Dumas, première chicane, Ouais, chicane Daytona maintenant. Donc, et là, il repart et il prend pas le temps de faire le ménage comme Romain c'est Dumas. ça. Et il éclate tout, il y en a partout dans la ligne d'hier, c'était magnifique ça. De bien belles images qui Ouais, rentreront dans la postérité, comme celle d'Alex Lynn, là hein, en vrai la évidemment, avec la portière, non mais là Cadillac. en vrai la portière, oui oui c'est vrai qu'il roulait comme un Arvalo, mais en même temps, tu Dommage. crois qu'à plus basse vitesse, ouais, elle serait pas partie, ouais. C'est vrai que les Je pense virages qu'elle en serait moins appui, partie. ouais, peut-être aller moins vite quand t'es en appui quoi, avec une portière ouverte effectivement. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que les virages à gauche, à la limite, tu te dis bon, Voilà, parce que ouais, c'était la portière droite. Mais d'ailleurs, ça avait même tendance à se replaquer la c'est porte. Mais ça. alors, par contre, Ouais, virage à virage à droite, droite, plein gaz effectivement, portière ouverte, bon c'est moyen. c'est pas très fin, quoi. Mais Ouais. bon, voilà, ça peut arriver. Disons qu'il n'était pas très habitué à des portes qui s'ouvrent comme ça, puisqu'il était plutôt en LMGT3. Et justement, c'est ce qu'on va évoquer comme catégorie LMGT3. Moi, j'ai été plutôt content, parce que d'habitude, on a beaucoup, 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 beaucoup d'images sur les hypercars, et on s'intéresse moins à la catégorie LMGT3. Et là, pour le coup, bon, c'est sûr qu'on a peut-être été aidé par la domination de Ferrari, donc il y avait moins de suspense, mais on a quand même eu des beaux affrontements, de beaux affrontements en LMGT3 et puis une belle victoire, une première victoire en WEC, hein, pour la Z06 GT3, la Corvette donc qui s'impose avec TF Sport. C'est aussi finalement beaucoup de travail qui a été fait derrière par l'équipe de Tom Ferrier et ça paye quoi. Ça paye exactement. Moi, je retiens. Alors, je vais moins m'étendre sur le GT3, hein. Je t'avoue que Ah, j'ai bon moins d'accord. suivi. Là, puis je vois que le temps tourne. Mais moi, je retiens quand même grosse prestation aussi. Tout de suite, je switch, tu vois. Grosse prestation aussi, quand même, de Grégoire Saucy sur la Ah, McLaren, bah, évidemment. en fin de course. Non, parce Mais qu'on grosse avait déjà prestation de parlé de Dani lui. Juncadella Et bien sûr, et aussi. Daniel Juncadella aussi, mais qui font partie des deux pilotes. Ils sont dans le top 3 des plus rapides sur la course. Donc, on avait parlé de Grégoire Saucy l'année dernière, en bien déjà. Et là, bah voilà, grosse performance. Donc, deuxième place derrière la TF Sport, la Corvette. Mais je pense que ça nous promet peut-être d'autres beaux affrontements cette année. Et moi, j'étais impressionné de voir les McLaren. J'ai l'impression que chez McLaren, ils font les choses bien. En même temps, il y a United Autosport derrière, mais des Oui. livrets, comme je l'avais dit, moi j'accorde beaucoup d'importance à ça, mais des livrets qui rapprochent un peu avec le monde de la Formule 1. Ah bah là, Euh, tout est rapproché, hein. T'as l'IndyCar, la F1 et voilà, le WEC, ça y est, là, tu sais que t'es chez McLaren, quoi. les deux voitures devant au départ, et au final, bon, ça fait Incroyable pas d'ailleurs, tiens. victoire, mais ça fait deuxième place, et je mise beaucoup sur McLaren cette année. Ouais, ouais, c'est vrai. Et moi, j'ai été surpris de voir le rythme avec finalement les pilotes bronze, hein, qui ont fait Exactement. la qualification à l'MGT3. Bon, ben bravo à eux, parce que franchement, c'est solide. Alors, pilote bronze d'abord pour se qualifier en hyperpole. Et puis, ça, c'est la nouveauté. Les pilotes qu'on veut Mm, d'ailleurs, je mm, crois, mm. qui font la qualif. Donc, c'est sûr que Sarah Bovy aurait eu moins de pole, hein, puisqu'elle n'aurait pas eu l'occasion d'en faire en LMGT3 cette année. Mais bon, c'est pas si mal. Mais en tout cas, les deux, Non, mais euh, tu les fais deux bien. Ouais, McLaren ouais. en pole, ouais, Tu fais bien de première et noter ce deuxième. que Cottingham et Darren Lung aussi. Enfin voilà, on le sait, là, en GT3, c'est le pilote bronze qui compte beaucoup. Enfin voilà. Oui, Bon, le meilleur pilote bronze sur le rythme, etc. Et puis qui s'est bien fait remarquer quand même, c'est Arnold Robin sur la Lexus. oui, c'est vrai. Mais Cottingham et Lung sont pas mal. Il y a Yann James aussi qui est quand même toujours efficace, hein, et Ben Bah Keating oui, évidemment. avec la Stone. Mais ouais, c'était bien. Et après, que dire d'autre sur le GT3? Bah écoute,
je suis content Ah de bah attends, voir. si, quand même, on peut dire Lexus, Oui, justement, tu as voilà. parlé d'Arnold Robin. Moi, je pense quand même que cette BOP peut-être était favorable, bon, pourquoi pas, mais Ouais. on travaille aussi beaucoup chez Acodis ASP, et le podium est manqué de 2 dixièmes, Hmm. alors qu'ils ont perdu 5 secondes pour une pénalité pour avoir utilisé trop de puissance, tu l'as dit, hein, justement, les LMGT3 ont ce fameux couple mètre. Et puis, il y a eu aussi des limites de piste qui étaient pas forcément respectées, donc voilà, beaucoup de gâchis, mais une belle entrée en matière pour Finn Gersitz, moi j'ai trouvé dans la 78, avec Arnold Robin Hmm. qui a fait le travail en tant que pilote bronze. Et Et puis évidemment Barney Cott, voilà, c'est ce que j'allais pilote dire. de J'allais dire référence. BOP favorable, mais Barney Code favorable aussi. Le mec, il connaît une Lexus. C'est Non, mais clair. voilà, je pense que ça joue beaucoup. Et en rythme, ça se voit. Il fait partie des mecs qui ont eu l'average, la moyenne de temps autour parmi les plus élevés. Donc voilà, il n'y a pas de En secret, rythme quoi. et en setup, en réglage également. Moi je pense qu'un Ben Barney Cott qui a été Ouais, champion en IMSA ouais. avec Lexus, qui connaît par cœur cette voiture, ça peut être que positif pour l'équipe de Jérôme Polican. Il sait comment inscrire la caisse, sur quoi elle tourne, si elle tourne sur le frein, si elle tourne sur machin, quel réglage. Enfin, je pense qu'il sait comment l'amener et du coup, il doit partager cette expérience. Ça doit être il doit y avoir une courbe d'apprentissage accélérée. C'est dommage, ça va être la dernière saison avec la Lexus. Mais si la nouvelle Lexus GT3 est un peu dans la même ADN, voilà, ça peut aider, quoi. Ouais, ça serait bien, ça serait bien. Après, si j'ai d'autres petits points positifs à donner, par exemple BMW, toujours pareil avec WRT, hein, évidemment, qui est en exploitation, bah, ils ont su maximiser, pas forcément le potentiel en piste. Bon, après, ils se sont fait sortir aussi, hein. Il y a Serchain qui se fait pousser par un des concurrents proto. Bon, ça, c'est quand même pas super sympa. Je crois que c'est une BM en plus. Je crois que c'est la BM de Magnussen qui sort Mhm, Yasser Shahin. C'est quand mhm. même, ça fait mauvais genre. Et donc, à la stratégie, voilà, un Thierry Tassin et toute l'équipe WRT qui arrive donc à monter sur le podium. Bravo à eux parce que c'était pas facile, il y avait pas mal de concurrence justement pour y arriver et ils ont réussi. Par contre, je vais quand même encore une fois être déçu et montrer ma déception. Alors en hypercar, ça a été Aston, Mhm. Alpine et Porsche. Là, c'est Aston et Porsche. Bah oui, oui. Moi, j'ai trouvé et Mercedes. Allez, déception quand même pour les trois constructeurs. On n'a pas vraiment vu les Porsche alors que l'année dernière, elles ont dominé et c'est encore Manthey pourtant qui est à l'exploitation. J'ai pas compris. Bah, il y en a, oui, enfin, il y a peut-être plusieurs raisons, comme on l'a dit. Un, BOP, deux, le fait que les autres équipes sont montées en puissance, et trois, le fait qu'il y en a une maintenant, enfin, que l'engagement Porsche est partagé entre Iron Lynx, Manthey, etc. Enfin, euh, je sais pas. La Porsche, quel est ton sentiment sur la Porsche 85, la version Iron Dimes? Ah, bah, pff, c'est Hmm, c'est franchement très compliqué parce qu'il faut prendre ses marques pour Célia Martin. mhm. C'est pas facile hein, de suivre les traces de Sarah Bovy. On peut complètement le comprendre, mais Michel Gatting, je ça dirais n'a que pas été flamboyant non plus. J'ai vu en rythme. non, Après, ça va, mais ça n'a pas été non plus flamboyant. non. Bon, ça va. Après, ça dépend des conditions. Elle a beaucoup roulé, je pense, quand il faisait Ouais, froid, ouais, ouais. mais elle est quand même sur un rythme où elle est au milieu des bronzes. Mm, Faudra faire mieux, quoi. mm. Ouais, c'est pour ça. Non, mais après, on l'a dit, hein, c'est un peu. Enfin, pour moi, c'est un peu l'inconnu de cette saison, cette Porsche, parce que. euh, Mais je crois que les deux Porsche n'ont pas été au ah ouais, non? rendez-vous en Ah, fait. mais C'est clairement, ouais. c'est pas l'une ou l'autre, hein. Je pense aussi que finalement on a peut-être essayé de compenser un peu la fin de saison qui a été vraiment flamboyante, même toute la saison d'ailleurs, hein, mais de ces Porsche Manthey. Là, en Asian Le Mans Series ça fonctionnait bien pour Manthey First Form. Là en WEC c'est compliqué. Équipage full renouvelé aussi. Enfin, il y a pas mal de changements quand même, hein, donc, ouais. C'est vrai, c'est Ouais. vrai. Et on n'a pas des mauvais pilotes. Bon, c'est vrai que ça, c'est compliqué. Et puis donc, bah, Ford s'est montré parce qu'on a tendance à regarder le résultat global et dire bah, Ford, franchement, termine loin. Moi, j'ai trouvé que la 77 s'était bien montré. Malheureusement, problème de moteur. Donc là, bah, on peut pas faire grand-chose, hein, avec Ben Tuck, avec Bernardo Souza et Ben Barker. Beau trio, je trouve. Et puis, en tout cas, ils ont fait de belles choses. Par contre, voilà, c'est ce qu'on disait. Mercedes, aïe, 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 hein, franchement. Je comprends même pas à quel point ça a pu être si loin finalement en termes de rythme et si loin et si compliqué en termes de fiabilité aussi. Fiabilité, ouais. Erreur en piste aussi. Il y a eu de la sortie de piste. Il y a eu.
C'est pareil, là on est vraiment dans la découverte. Programme monté aussi un petit peu à la va-vite. C'est les discussions pour faire ça, c'est-à-dire avoir l'opportunité de rejoindre le WEC chez Mercedes, ça date de novembre, donc c'est hier quand même, hein. Le montage du programme s'est fait très vite. Le choix des pilotes aussi. Donc, enfin, qu'il y a un équilibre, comme d'habitude, dans plein de disciplines, mais qu'il y a un équilibre entre les intérêts de l'équipe Iron Lynx et les intérêts Mercedes, vous avez compris. Mais voilà, je pense qu'il paye encore pour l'instant. On doit être sur un mode un peu réglage, tu vois. Il paye un peu le fait qu'il faille se régler, mais ensuite ça marchera. Mais j'étais assez enthousiaste sur le fait qu'au Mans, ça serait en ordre de marche et qu'on les retrouverait devant. Je le suis peut-être un peu moins, tu vois. Je commence peut-être à me dire qu'au Mans, ça sera encore un peu jeune et qu'il faudra peut-être considérer 2025 comme une année d'apprentissage et 2026, ça sera mieux. Je sais pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Justement, Geoffroy, tu parles du Mans, bah, ça tombe bien, tu me fais la transition parce qu'on voulait parler évidemment dans cet épisode des 62 engagés de cette 93e édition des 24 heures. On connaît donc le nom des équipes retenues. Il y a eu quand même quelques surprises. On va parler des hypercars notamment, avec 21 hypercars. Surprise, oui et non. En tout cas, on voit que c'est pas le record, mais on a encore beaucoup de voitures qui ont été choisies par le comité de sélection. Finalement, pas beaucoup de défis pour ce comité de sélection parce qu'on sait qu'il y a les 36 voitures qui viennent du WEC. Donc si tu es impliqué en WEC, tu es forcément aux 24 heures du Mans. Il y a les invitations officielles. Tu as 15, 16 ou 17 places pour les LMP2. Et puis après, il faut que tu complètes un petit peu. Et là, en l'occurrence, je voulais te faire interagir sur les 3 Porsche comme l'année dernière et puis les 4 Cadillac cette année. Alors en fait, voilà, moi je trouve que, comme tu dis, il n'y a pas non plus. Il n'y a pas eu de grosses surprises en ce qui concerne l'hypercar, dans le sens où c'est le plateau du WEC, auquel on ajoute une 3e Porsche et 2 Cadillac, puisque c'était pas un secret, Wayne Taylor comme l'équipe Wellen ont fait une demande d'engagement. Donc c'est plutôt dans la continuité de ce qu'on voit depuis 2 ans, c'est-à-dire que l'ACO autorise Porsche à avoir une 3e voiture officielle. Ils autorisent aussi Cadillac à avoir une 3e voiture en plus des 2 qui sont présentes en WEC. Et là, il y en a une 4e puisque Wayne Taylor Racing l'a demandé. C'est assez logique Oui. puisque les Lamborghini ne sont pas présentes. On peut le regretter. Moi, tu sais, c'est un peu un cas de conscience, mais je me suis souvent dit, c'est quand même dommage d'avoir 2 hypercars. Il y a 3 châssis, mais 2 voitures qui existent. Elles sont là dans le monde, elles sont construites, elles sont assemblées, elles sont en capacité de rouler. Et de ne pas les inviter parce que Lamborghini a fait le choix de ne pas s'engager en WEC, je trouve ça dommage. Je me dis, on se prive d'avoir une édition où il y aurait encore 2 autres hypercars et ça pourrait rouler. Sauf qu'en vrai... Mais il y aurait pu avoir une seule Lamborghini, non tu penses pas? Parce que ça sort un peu du cadre. L'ACO a voulu envoyer un signal qui est si tu autorises les Lamborghini à rouler cette année au Mans, du coup les autres constructeurs vont se dire attends, fais juste 4 courses aux États-Unis et tu as le droit de venir au Mans, on va faire ça. Et ça serait un peu se saborder, encore une fois, je vais leur employer, mais ça serait faire un petit peu un coup de canif sur le WEC. Là, ils arrivent à construire un championnat qui. Enfin, on a rarement eu, sauf peut-être dans les années 70, comme tu évoquais tout à l'heure, 72 avec les Ferrari 312 PB. Mais on a rarement eu quand même un intérêt aussi fort autour du championnat, même s'il reste modéré par rapport aux 24 heures du Mans. Mais si on avait autorisé d'autres constructeurs qui font pas le jeu du WEC, ça aurait pas été bien vu. Donc, bref, pas de surprise, pas de Lamborghini, pas d'Isota Fraschini, pas de Peugeot 9X8 Pescarolo. Tu l'avais oublié celle-là. Ah oui. Donc voilà, assez classique. Après, la 3e Porsche. Contre, ouais, vas-y. La surprise, non, c'est. Alors, la 3e Porsche, elle est victorieuse en IMSA, donc c'est normal qu'elle soit là. Elle est invitée, quoi. Non, moi j'aurais vu Louis Delettra, en fait, dans la Cadillac du Wayne Taylor Racing. Moi juste aussi. ça. Moi aussi. Je comprends pas. Je suis déçu pour lui. Alors, je suis heureux pour Felipe Albuquerque, pardon. Pas Felipe Dragovic qui lui aussi sera là, mais Felipe Albuquerque, lui, dans la voiture de chez Wayne Taylor, donc la numéro 101. Et ouais, il n'aura pas la 10, parce que le 10 devait être pris par Racing Spirit of Léman. Donc numéro 101, rigolo. T'as la 311 et la 101. Et donc, ouais, je suis un peu déçu de ne pas voir Louis Delettra en hypercar. Alors, il sera en LMP2, mais on imagine en tout cas. Et ça sera le premier engagement de Wayne Taylor Racing en tant que patron, propriétaire d'équipe. Oui. La dernière fois qu'il était venu, j'ai vu, c'était 2003. Avec Cadillac, je crois, déjà. Et c'est ça, parce qu'il roulait. 2002, 2003. Ouais, il roulait, ouais. Donc écoute, pas de grosse surprise. Si tu veux, on peut
Enfin, ouais, non, on va faire dans l'ordre. LMP2, enfin, sauf si tu voulais continuer à disserter sur l'hypercar, Non, mais non, j'ai pas grand-chose à dire, à part le fait que si les champions de Formule 2 sont au rendez-vous. On a Drugovic, on a évidemment aussi Nick De Vries, et puis on va avoir Théo Pourchaire donc en LMP2 avec l'équipe Algarve Pro Racing. Alors ça c'est la belle surprise, parce qu'on savait qu'il était en ELMS, on savait pas s'il allait pouvoir faire Le Mans. En fait, il est placé par Peugeot, quoi. il est placé par Peugeot carrément. Et tu vois, du coup, si quand même, Pierre Fillon a été un peu coquin, parce qu'il nous avait dit qu'il allait y avoir qu'il y avait Oui, 15 places réservées pour les LMP2. L'année dernière, ils avaient finalement autorisé 16 engagements. Là, ils passent à 17, donc bon, ils ont eu moins de cas de conscience, peut-être, comme tu l'as dit, qu'on pouvait le penser, dans le sens où moi qui croyais qu'il allait y avoir seulement une ou deux équipes qui allaient avoir deux engagements, ah oui, moi là on c'est se la retrouve grosse quand surprise. même. Ouais, là on se retrouve quand même avec United qui a deux voitures, Interopol qui a deux voitures, IDEX Sport, si je dis pas de bêtises, qui a deux Oui, voitures, tout à fait. Proton Competition, alors VDS elles sont pas Panis nommées pareil, mais Racing. voilà. Donc finalement, c'est assez. Ça ressemble un peu à l'Hypercar ou GT3, Mais dans le sens où tu as j'ai pas plusieurs compris. équipes qui ont double engagement. Bah oui, mais d'accord, mais moi je comprends pas. Tu vois, des KR Engineering par exemple, pourquoi ils sont pas au 24 heures du Mans? Ils ont déjà montré en Pro-Am que ça fonctionnait. Alors peut-être qu'ils avaient trop de voitures engagées en Pro-Am et pas assez en Pro. Est-ce que c'est l'explication? Je Bah, sais pas. ouais, il y a un bon équilibre entre le Pro et le Pro-Am, parce qu'en Pro-Am, il y en a Il y a 9. 9 et 8, je crois. Voilà, ouais, 9 et 8 exactement. Donc voilà, après, oui, surprise. Alors, pas de surprise par contre avec l'équipe de Romain Dumas qui n'est pas là, qui est même pas non plus dans la liste des voitures Oui, réservistes. Est-ce qu'ils ont ça déposé une on demande l'attendait. d'engagement? Je sais pas. En tout cas, ce qui est marrant, c'est de voir que, parce que j'évoque juste comme ça en parallèle, mais la liste des voitures de réserve, la première voiture réserviste est une Porsche 963 de chez Proton. On a l'impression de vivre Ouais, dans un. Tu sais, comme c'est l'année dernière. Ouais, exactement comme l'année dernière. Est-ce qu'il va l'honorer? Elle existe cette voiture ou quoi? Parce que. Je sais pas si elle existe, mais en tout cas, bah, ils ont l'air de le croire, hein, qu'elle existe. Attends, il y a Tristan Vautier sur cette Ouais, voiture potentiellement, Tristan Vautier, ouais, c'est incroyable de se retrouver là, quoi. Franchement, alors peu qu'il de était chances chez que ça Cadillac arrive. l'année dernière. Après, peut-être qu'il y a un. Alors là, je fais une hypothèse un peu folle, mais peut-être qu'il y a un monde dans lequel une voiture, une équipe va retirer un engagement, et donc cette voiture de réserve est autorisée. Et là, peut-être que chez Proton, ils vont saisir le truc. Parce que l'année dernière, ils auraient pu eux-mêmes le créer. C'est-à-dire qu'ils auraient Oui, dégagé une Mustang, et parce qu'ils en avaient trois, et ils auraient eux-mêmes pu profiter de ça. Mais imaginons là, ils profitent. Il y a Tristan Vautier qui a annoncé. Comme tu dis, il y a peut-être moyen de trouver quelque chose quand même avec un Louis Delettra où tu lui files un volant. En fait, il avec peut les pas. déçus, tu vois. Il est Ouais, ouais. engagé, bah ouais, il est Ouais. engagé avec Wayne Taylor. Je sais pas, il serait peut-être prêté, cela dit. Et ouais. Avec les déçus de l'hypercar, tu vois. Tu fais un équipage avec, je sais pas, je sais rien. J'ai pas d'autres exemples. André Lotterer. Ah ouais, André Lauteur, oui, très très déçu. Non, mais je sais pas, tu mets Vautier, t'as raison, tu mets Delettra, tu mets Vaxivière, tu mets Ouais, non, mais voilà. tous les déçus de, de l'hypercar. Non, non, mais en tout cas, bah, voilà, sur cette liste de réserves, c'est vrai il y a des surprises, et notamment ma surprise fut de voir Decker Engineering et Duken Team, qui pourtant faisait le Mans depuis maintenant plusieurs années. Ouais. Qui ont un engagement avec les LMP3, qui sont constructeurs, qui font toutes les saisons ELMS depuis des années. J'avoue, je n'ai pas tout à fait saisi pour quelle raison cette voiture. Alors, toujours pareil, c'est peut-être la raison du fait que ce soit une Pro-Am. Pourquoi pas? Ouais, mais c'est vrai que pour le coup, on peut parler vraiment de fidélité. Bah ouais. Gilles Duquesne avec son équipe, enfin avec son équipe, deux en tant que constructeur, il y a une implication qui est quand même, j'allais dire, totale. Je sais pas si le mot est trop fort, mais enfin quand même, ça, ouais, moi aussi, ça me surprend. Il doit y avoir des raisons qu'on ignore, Oui, bien sûr. sportives, extra-sportives, enfin tu vois, j'en sais rien, mais il y a une explication. Mais Ouais, après, je suis déçu quand même pour Rejad de Gérus, qui aurait pu faire Le Mans et qui fera certainement pas Le Mans. Donc dommage. Par contre, c'est vrai que le seul petit indice que je vois de cette liste qui a été dévoilée et qui expliquerait que Duquesne ne soit pas sélectionné, c'est justement le fait qu'elle soit engagée en Pro-Am avec Mark Patterson au volant. Ce serait, c'eût été en tout cas, un trio différent de l'ELMS. Donc, a priori, Duquesne, ils sont pas partis pour vendre le package à Rejad de Gérus, à également Roy Nissany, et puis au troisième ouais, larron de l'équipe, là, qui sera en ELMS, donc justement en cette année 2025, Simonazzi.
c'est peut-être ça l'explication, tout simplement. C'est qu'en fait, ils ont vraiment dissocié leurs offres, quoi. Ils ont fait un package LMS et puis un package Le Mans avec Mark Patterson qui tenterait de revenir et d'augmenter le record du plus vieux pilote, je crois, qui est détenu par Dominique Bastien, non? Ouais, après, il y a aussi, si je dis pas de bêtises, dans la version que nous avons sous les yeux, qui est la version 1.1, 1.2, non, je sais pas comment ils l'ont appelé. Il y a plus ça? Non, il y a pas- Si, en plus, version 1 ouais, du 3 mars. Il y a quand même 19 places de libre en LMP2. C'est la catégorie qui est la plus. Enfin, qui est complètement ouverte parce que il y a un volant encore de dispo, en tout cas qui est pas annoncé, on va plutôt le dire comme ça, en LM GT3. C'est le cas aussi chez Porsche, où on ne sait pas qui sera le troisième pilote sur la numéro 4. Par contre, il y a quand Ouais. même 19 pilotes qui ne sont pas annoncés en LMP2, donc attention, faites vos jeux. Il y a peut-être aussi des volants qui sont en train de se négocier, quoi. Tu vois, il y a Ah, peut-être ça c'est vrai. des pilotes qui vont atterrir. Enfin, après, il y a quand même des choses qui sont pas annoncées, mais chez Idexport, je pense qu'ils ont un truc un peu complet quand même. Ils ont annoncé que Jamie Chadwick, mais c'est Ah plus bah par attends, simplification. Et Paul Lafargue, mais complet c'est plus oui et par non. simplification que. Parce qu'ils ont. Ça sera les équipages de LMS qui vont être là, quoi. Bah attends, oui d'accord, sauf qu'en ELMS, la troisième place, elle est toujours pas donnée à cette voiture de chez Idexport, donc on sait qu'on a Mathis Jobert, mais Logan Sargent, l'ancien pilote de F1, je voulais en parler, là, ça fait 2-3 semaines qu'on le sait, il dit non à Genesis, il dit non à IDEC, il se désengage, j'ai pas compris la raison, il arrête, il vient pas en endurance, et donc potentiellement on pourrait voir un Danny Juncadella qui a fait un super travail à Losail, Mmh. venir donc bah, pourquoi pas préparer sa saison chez IDEC pour aller chez Genesis. C'est encore des rumeurs et des suppositions, hein. Un Franck Montagny. Ah non. Oh, ce serait bien ça. Ouais. Non, mais tu vois, je pense qu'il y a ce truc-là. Alors, ça, après, ça, c'est la période où je trouve ça compliqué. C'est là où il faut vraiment être un fan d'endurance hardcore parce que quand ils annoncent les équipages LMP2, déjà, il faut connaître les équipes. Après, faut connaître les mecs qui sont annoncés. Ça va se distiller maintenant à partir de là, donc on va bientôt être Oui, c'est sûr. mi-mars jusqu'à fin juin, Ah bah ça va débloquer les choses. mai, pardon. Je sais plus quand, mais il y a une date qui est fixée à partir de laquelle là tu peux plus C'est faire de si changement. le 2 mai. Le 2 Ouais, mai, les équipages officiels doivent être voilà. annoncés. Donc Parce que au-delà, si tu as des changements, en gros, tu as des pénalités parce que derrière, bah, ça a des conséquences sur tout, hein. Les 24 heures du Mans, ça s'organise un petit peu à l'avance, c'est pas juste une c'est course de ça. quartier. Donc il faut imprimer des programmes, il faut faire des choses sur place aussi en fonction des pilotes, des hospitalités, organiser des choses, les partenaires, enfin bref, donc il y a un mois qui est laissé aux équipes pour communiquer l'équipage définitif, quoi. Et tu vois, et c'est là où je ne comprends pas non plus. Alors j'aurai peut-être des explications plus tard, mais tu vois, Vector Sport, ils arrivent, ils ont un package complet, ils ont salade tomate oignon, hein, ils ont Cullen, Lomco et Fittipaldi, ils avaient tout, et ils sont 6e réservistes, donc autant dire qu'ils n'ont aucune Bon, chance voilà, d'aller ça non. aux Ouais. 24 heures du Mans. Tu vois, je me dis qu'ils avaient pourtant tout ce qu'il fallait, le financement devait être là, puisqu'on a quand même des noms annoncés. Bon, peut-être qu'ils trouveront refuge ailleurs, hein, évidemment, mais c'est voilà, c'est des petites surprises. Moi, c'est pour le LMP2 où en fait, bah, je suis assez sensible, évidemment, en étant commentateur de Mhm. l'ELMS, mais voilà, j'ai vu des surprises, j'ai identifié des équipes que je n'aurais pas forcément identifiées, et puis RLRM Sport, qui, avec le soutien de Vector, il faut bien le dire, va honorer son invitation. Donc personne n'a refusé ou décliné son invitation cette année. RLRM Sport qui a gagné en LMP3 en ELMS avec Michael Jensen, avec Nick Hadcock et avec Gaël Julien, eh bien, sera engagé en LMP2. Donc là, ça va quand même changer un peu les choses aussi. C'est peut-être ce qui explique que Vector Sport Ouais. ne soit pas En- présent parce qu'ils vont exploiter la voiture. Mais voilà, Michael Jensen, bah voilà, il a fait ses armes chez Algarve, je crois, cet hiver en Asian Le Mans Series. Et donc là, bah, il va faire une nouvelle fois Le Mans après l'avoir fait avec CD Sport. Ils avaient une invitation en LMP2 ou en LMP2 Non, Pro, enfin peu importe. Non, si Pro. ils avaient gagné le LMP3 et donc Ouais. ils avaient une invitation pour cette catégorie LMP2. Donc ils l'ont honoré. Ok, en Pro du coup. Ouais, exactement. Ok, ok. Donc Ok, ça Jensen va. est le pilote annoncé. Je ne sais pas si Nick Hadcock suivra. En tout cas, ils sont bien potes. Ça pourrait être le cas. Et moi, je verrais bien un petit jeune comme Gaël Julien. Maintenant, c'est sûr que bah, passer de la P3 à la P2, c'est pas une mince affaire, quoi. Et on peut pas avoir. Je fais mes commandes là. On peut pas avoir Dorian Pain, on peut pas avoir du monde comme ça qui vient faire une pige, non? C'est Pourquoi pas pas, on possible pourrait. ça. Oh, chez Proton. Allez, Giorgio Roda, Dorian Pain et qu'est-ce que tu mets d'autre? Bah, Louis Matteo Delettra. Capietto.
Ah oui, Ouais. ou Louis Delettra. Non, mais Louis Delettra, il y sera. Louis Delettra, normalement, je pense qu'au moment de faire sa candidature à Aube ITF, ne l'a pas mis parce qu'il y avait encore, j'imagine, un ballottage favorable ou non entre Felipe Albuquerque et Louis Delettra. Finalement, c'est Felipe qui a été sélectionné. Et donc, eh ben, on retrouvera, je pense, Louis Delettra dans la 199 avec Aube ITF. Hein. Ça serait une logique. Ouais, non, c'est vrai, carrément. Ça serait plus logique que Gunnar Janet, quoi, effectivement. C'est vrai. Et chez TDS, on est plutôt content parce que j'ai parlé de VDS Panis Racing, mais en fait, voilà, l'engagement est fait par VDS Panis Racing, mais l'exploitation est faite par TDS Racing. Et donc, Bon, cette bah, année, deux voilà. voitures pour TDS. Donc, c'est plutôt une bonne chose avec Rodrigo Sales, avec, je pense qu'il y aura Clément Novalak et Mathias Bech, hein, comme en ELMS. Pas de raison que ce soit pas le cas. Et puis, par contre, chez VDS Panis Racing, là, ça va être plus compliqué parce que Charles Milesi va être un peu pris chez Alpine. Et on peut plus faire 2 engagements dans une même course, c'est dommage, à une époque ça se faisait, mais là on peut plus. Non. Ah, c'est vrai. Ben, ça se fait en IMSA et à Daytona. Ouais, t'as Ouais, raison. au Nürburgring aussi, ça se fait toujours. Au Nürburgring, c'est vrai. Bah oui, ça pourrait. Bah, c'est vrai qu'au Mans, t'enlèverais 2 victoires à Jackie X et t'en ajouterais peut-être 2 à Henri Pescarolo. Hein, s'il y avait Ouais, eu. m'en reparle pas de cette histoire, j'ai pas envie de l'évoquer maintenant. Bon, d'accord. Il m'en a parlé quand même hein, dans mon podcast Trajectoire qui va sortir. Ça fait 3 semaines, je crois, que je le tease. Il Ah, la existe. Je vous légende jure qu'il urbaine, quoi. existe. Tout ça Je vous généré jure par qu'il Ria, existe. je l'ai aidé un peu, mais j'ai imité Henri Pescarolo pendant 3 heures. C'était un peu fatigant. Non, mais c'est du faux, faut le dire aux gens, non? Non, c'est vraiment Henri Pescarolo qui parle. C'est vraiment Henri Pescarolo qui parle et c'est vraiment moi qui n'ai pas eu le temps de finir, on va dire, la garniture de, de ce podcast et l'enrobage, voilà, la présentation, les finalisations de petits points de montage, etc. Mais promis, il va arriver, mesdames et messieurs. Cool, cool. Donc voilà, mais c'est vrai que voilà, en LMP2, moi c'est une catégorie qui me plaît bien et donc je me dis voilà, 17 voitures, c'est pas mal et puis surtout une vraie équité ou quasiment entre Oui, pro et pro-am. oui. Et puis en LMGT3, pas de grosses surprises. Qu'est-ce qu'on a? Non, on a des voitures qui sont invitées, hein, qui ont gagné leur place avec Monte via le titre en Asian Le Mans Series. Je vous l'avais dit hein, que Antares O était intéressé pour venir. Bon, voilà, il n'a pas décliné. Donc 3 Porsche. On a également la Ferrari de chez Zygo Sport Tempesta. Donc J'adore ça. ah, c'est pas mal. Hein. Elle vient du GT World GT Challenge. World Hein. Challenge, exactement, ouais. Il passe d'un network de télé à l'autre. Hein. Il passe de Sky à Zygo. Oui, c'est Sky Tempesta, c'est vrai, ouais. ouais, c'est pas mal. C'est Zygo Sport maintenant. Je crois que ça fait partie de Discovery Warner Bros. Donc Aïe, aïe, c'est aïe. des cousins d'Eurosport. Voilà. La Euh, Dazen Tempesca bientôt. voilà. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Hein. La Eurosport peut-être. La Eurosport et Charmy la F Corset bientôt. By TDS. by TDS Racing. Et En tout cas, Richard Booba Mille. Burger aussi, pardon. Non, mais faut placer le Booba Ah oui, Burger quand même, ça c'est vrai. évidemment, c'est vrai. Booba Gump, Voilà. les crevettes. Bon, d'accord. Donc, en tout cas, on aura plusieurs femmes. Tu parlais de Dorian Pain, Et qui, t'oublies elle, a quand un même, programme pardon, mais plutôt. t'oublies Quoi? Awa Racing aussi, quand même, l'équipe C'est vrai. canadienne qui est invitée aussi. Enfin, voilà. Je veux dire, ils sont pas présents à la saison, donc voilà, c'est un ajout, quoi. Non, c'est vrai. Et attends, il y a Iron Lynx aussi qui engage donc une 3e Mercedes, puisque l'année dernière, on rappelle que le titre était venu à cette équipe justement en ELMS avec une Lamborghini, certes, mais en tout cas là, c'est une 3e Mercedes. Espérons qu'elle roule mieux que ce qu'on a vu à Lausanne. Hein. Ouais, faudra voir. En tout cas, 3 voitures pour Ça m'a un refroidi, début. moi, hein, quand même. Ouais, Mercedes moi et aussi. la prestation qu'on a vue au Qatar, là. D'après 3 Aïe. voitures pour un début, ça va quand même. Ils vont pouvoir récupérer de la donnée, quoi. Si Claudio Schiavoni fait pas trop d'erreurs ou. Non, le pauvre, je le C'est cherche clair. gratuit. Non, mais voilà, il y a quand même 3 voitures, donc je pense que ça va être enrichissant pour eux cette année. C'est clairement pas sur eux que je vais miser, du coup, hein, Non. comme j'ai expliqué tout à l'heure. Je vais peut-être me Bah ouais. raviser un petit peu. Mais ouais, c'est bien. Là, il y a quand même un plateau qui est assez varié. Ferrari qui est le constructeur qui est le plus présent. Je crois qu'il y en a 5 engagés. Je me Ah, c'est trompe pas. incroyable. Ouais, je crois, ouais. 5 ou 6 même, non? Non, 5, ouais. 5 Ferrari. C'est vrai que là, c'est la surprise. Et à F Corset, on en parle des engagements qu'ils ont. J'ai même. Combien j'en ai compté? Dans toutes Des les catégories, engagements. quoi. Ils sont partout. Je crois qu'ils en ont 7. AF C'est pas Corset mal. et Proton sont les 2 équipes qui ont des engagements dans les 3 catégories. Ah, t'as raison. Effectivement, parce que United n'a pas d'engagement pour l'instant En en P2. hypercar. Ah, Non, oui, si, en hypercar. Ah oui, pardon. Je les voyais en déjà. LMP2, ils ont. Je voyais déjà une McLaren C'est ça. LMH, Senna. Comment ils s'appellent leur voiture maintenant? Je sais plus. Chez McLaren. Elles se Ça ressemblent serait toutes de pas toute mal. façon. Donc, la 830S. Un 8 Voilà. litres.
Non, Ah oui, c'est je sais ça. pas. 870 S ou je sais plus combien, oui. C'est ça, exactement. Mais voilà, en tout cas, on est content d'avoir cette liste parce qu'on l'attendait avec impatience. On est aussi surpris d'avoir tant de voitures LMP2 et c'est très bien. Moi, j'en suis très très content. Mais voilà, déçu pour DKR Engineering, les amis belges, belgo-luxembourgeois, si je puis dire. Du Ken Team, bah oui, c'est vraiment surprenant. Et puis, pas de trace non plus de la Ferrari JMW Motorsport, qui pourtant était là depuis un petit Mm. moment. Bon, dommage. Je ne suis pas mécontent que Michael Wainwright ne soit pas au Mans parce que de toute façon, il me saluerait pas, donc pas de problème. Ah oui, Merci c'est vrai. Michael, C'est à vrai que t'avais bientôt. t'avais un dossier avec lui, c'est vrai. Ah oui, oui, oui. Il est bien, il est bien. Là, elle est bien cette deuxième place de réserviste, c'est parfait. Ouais, elle est bien frustrante pour lui, c'est ça. Non, j'aimerais bien voir Tristan Vautier engagé aux 24 heures du Mans. Ça rappellerait de bons souvenirs. Mais je vois pas trop d'équipes, tu vois, lâcher l'éponge ou jeter l'éponge. Il n'y a que RLRM Sport, mais comme ils vont être en collaboration avec Vector Sport, il n'y a pas de raison qui se, bah voilà, qui se disent on ne vient pas. Ça fait un moment qu'on en parle. RLRM Sport est très solide en LMP3. Bon, bah ils ont l'occasion de venir. Voilà, ils viennent en Oh. LMP2, c'est bien. En vrai, il y a encore comme l'année dernière, il y a Proton qui a ce pouvoir peut-être de lâcher un de C'est ses vrai. engagements, que ce soit en GT3 ou en P2. Si pour une raison ou une autre, il y a des difficultés, il y a un pilote qui ramène pas la somme Ouais, mais demandée en LMP2, ou s'il y a un crash, tu sais, à Spa-Francorchamps, il y a un châssis qui est endommagé. Non, je dis ça parce que tu sais, c'est vrai. je sais plus, alors c'était pas chez eux, c'était chez. Enfin, si, c'était chez Mante, pardon. Où le châssis était craché aux essais, au qualif, et le lendemain, il roulait et tout allait bien. Donc, les voitures, ils peuvent les réparer en une nuit quasiment. Donc, mais bon, tu sais, parfois, ça peut être un truc du destin où ils se disent telle voiture est crachée ou tel pilote se sent plus. Bon, bah voilà, eux, ils ont la carte de ok, on la retire et on a un autre engagement. Mais bon, mettre en place un Comme l'année programme avec dernière. une 963 à un mois ou 2 mois de la course, je pense que ça serait pas très Non, solide, puis quoi. il y aurait eu une chance, si tu veux. L'année dernière, j'y croyais plus. En fait, Ouais, je me bah, disais, carrément. bon, il y a peut-être moyen, mais bon, avec Ford, ça a été un peu compliqué, on imagine bien, parce que voilà, Ford voulait être engagé, et donc il n'y avait pas de raison d'enlever une des trois C'était voitures. contractuel, je pense, oui, voilà. Voilà. Mais on pouvait se dire, voilà, on va essayer. Là, au vu de la performance de la Porsche 963 de Proton Compétition avec Niliani, Nico Pino, Nico Varone, qui ont terminé à 4 tours, je crois, à Losail, Mm. bon, ça vaut pas trop le coup, je pense, d'engager une deuxième Porsche 963. Enfin, je verrais pas trop le concept, quoi. À part peut-être si tenter de faire un podium ou un double podium au classement des équipes privées en Mm. hypercar. Mais Ou sinon, alors, Christian Reed pète un câble, parce qu'on l'avait dit, c'est sa crise de la cinquantaine. Alors, ça se trouve, il pète un câble et il désinscrit la première. Il honore pas la place de réserviste, et du coup, c'est Michael Wainwright qui hérite d'une place ah en non, GT3. c'est un cauchemar, monsieur. Donc voilà, non, non, il va pas craquer comme ça, notre cher Christian. J'espère juste qu'au volant, ça aille mieux qu'à Oui, c'était Losail dur là, avec, hein. ouais, C'était dur avec là. cette Mercedes là. Moi, il y a eu Ouais. pas mal de petits problèmes. Donc bon, compliqué. Puis on aura un équipage encore père-fils avec bah, chez Mercedes justement Steven et Brenton Grove. Alors pas grand-chose à espérer, j'allais dire, au niveau de la performance, mais Mm. ça fait toujours plaisir d'avoir voilà, un équipage familial. On a du frère-frère aussi, Ricky Taylor, Jordan Taylor. Exact, bien sûr. Enfin, on a les frères ennemis opposés très différents, Vantor aussi. On a les Mais frères Van der Linde aussi ou pas? Est-ce qu'on les a? Je pense que oui, puisque Van der Linde chez... on a Sheldon sur la 20. Ouais. Et on doit avoir un Van der Linde aussi, bah oui, Kelvin, dans la 46. Voilà. Donc pas mal. Voilà, on a des petites choses. Et puis on a normalement 4 femmes, peut-être 5, peut-être si on a Dorian, ça serait pas mal. Mais 4 femmes engagées dans cette 93e édition. Voilà, on a essayé d'être assez rapide hein, sur cette liste. Mais voilà, depuis le temps qu'on l'attendait, on est content d'avoir pu faire cet épisode justement pour parler de On tout ça. aura le temps de l'analyser en version Oui, finalisée et de faire nos pronostics comme on avait fait l'année dernière d'ailleurs. Parce que je sais que tu vas être bouillant sur. Ça va dépendre des ah oui, résultats à Imola et à Spa, mais je sais que tu vas être. Et moi aussi d'ailleurs, je te préviens. Sur le sujet Cadillac, j'ai envie d'y croire. Donc j'espère que les choses vont bien s'aligner. Mais j'ai envie de croire à l'année Cadillac, même si pour des questions de storytelling et d'histoire avec un grand H, une troisième victoire Ferrari de rang serait un truc ah bah oui. assez Pour ramener mythique, la tu coupe à vois. la maison. Ah, il ramènerait la coupe à la maison. Comment on dit ça en italien? Je sais pas. Faut Ah, qu'on je sais apprenne. pas. Ouais, faut qu'on apprenne.
c'est vrai, on va essayer d'en savoir un peu plus. Mais en tout cas, voilà, il y a de belles choses qui se trament, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle que bah voilà, on s'approche, ça y est, de cette, de plus en plus, hein, de jour en jour, de cette nouvelle édition des 24 heures. On a Sebring avant quand même, hein. On a encore C'est vrai, on a des gros morceaux là qui se rapprochent. Le mois de mars, ça va être. Là déjà, cette première manche du Qatar, je trouve qu'elle a très bien lancé la saison. oui, tout Et à fait. on va retour un petit peu en IMSA. Non, ça va être ouf quoi. Si tu veux, je peux transitionner sur c'est quoi ton actu? Allez, allons-y. Ouais, parce que pour une fois, j'en ai une alors. Ah! Alors vas-y, c'est quoi ton actu? Non, j'anticipe déjà. Non, c'est juste que je vais aller du côté de Barcelone. Je l'avais déjà dit, je crois. Mais je vais aller du côté de Barcelone pour l'Espiritu des Montrouy, qui est le premier événement circuit de Peter Otto cette année. Alors, il y avait une course de support au Qatar, là, à l'occasion de la manche du Oui, WEC, mais c'était pas tous les plateaux, on va dire, habituels que Peter Otto rassemble. Et donc là, ça sera le cas à Barcelone. C'est un bel événement qui a lieu donc sur le circuit des Barcelona-Catalunya. ouais. Et je me languis d'impatience d'y être parce que je suis jamais allé à Barcelone. Sauf Oh! pour aller évidemment en ville festoyer, etc. Mais je ne suis jamais allé au circuit de Barcelone, donc j'ai hâte d'y être. D'accord. Et Ah, ça pas va être mal. un bel événement. Donc voilà, je serai là-bas pour assurer notamment la partie commentaire, Trop bien. puisque Peter Otto va diffuser les courses cette saison qui sont organisées. Donc il y a notamment le calendrier, je vous le donnerai plus en détail la prochaine fois, mais il y a notamment Barcelone, mais il va y avoir d'autres courses en fin de saison. Il y a une virée du côté d'Estoril. Il y a C'est évidemment pas Le Mans classique? Classique, il y a Spa Classique, enfin voilà, il y a plein d'événements. Et donc je vais officier aux commentaires avec Vincent Franzen, qui est speaker, on va dire, historique chez Peter Otto, qui est là depuis plusieurs Notre années. quota belge. Exact. On a Thomas Bastin, on a Vincent Franssen, voilà. Voilà, qui fait un job de dingue depuis des années, et aussi avec Julien Ergo, qui est un ancien de chez Peter Otto et qui a monté une agence et avec lequel je travaille. Et voilà, on va être présent sur les événements historiques cette année. Donc j'ai hâte d'y être parce que ça va être un très bel événement, très différent de ce qu'on vient d'évoquer là avec le moderne et Oui, avec voilà, la compétition au plus haut niveau. On est sur une autre approche qui mixe à la fois haute performance et puis un univers beaucoup plus gentleman, un peu plus léger, etc. Mais voilà, c'est donc évidemment, j'en parle, je vais continuer d'en parler dans les épisodes et puis je te ferai un débrief complet parce que je sais que ça peut aussi intéresser des gens des auditeurs qui suivent l'Endurance Club parce qu'on est vraiment là au cœur de la passion, quoi. ah bah ça on est bien d'accord. Donc ce sera le même week-end, je crois, que les 12 heures de Sebring, hein, si je dis pas de bêtises. Non, c'est le week-end d'après. Ah bon, d'accord. Les 12 heures de Semmering sont la semaine avant. 15 Voilà, mars. voilà, c'est Ok, ça. ok. Ouais. Bon, Alors, et bah toi, moi c'est mon quoi ton actu, actu? eh ben, c'est de continuer de faire encore quelques petites soirées au niveau de Alors, on a dit cinéma notamment. actu professionnel. Ah oui, d'accord, pardon. Si, 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 non, non, j'ai pas fait des soirées où je vais voir un film. Je vais voir le film des 24 heures, mais surtout, je suis en maître de cérémonie, si je puis dire, pour bah, mettre en lumière des invités, des témoins finalement de la course, quoi, qu'elle soit actuelle ou historique, justement. Et donc, bah, on fait une tournée grâce à l'ACO, au club ACO. Donc là, ça sera à Angers. Dans la semaine. Et puis, il y aura aussi Poitiers les jours qui suivent. Donc voilà, on reste actif. Pas de commentaires quand même ce week-end, tu vois, c'est un des rares week-ends où je fais pas de Ouais, commentaires, c'est vrai. mais je reste évidemment très attentif parce que on va évidemment faire un podcast la semaine prochaine pour présenter du coup les 12 heures de Sebring, donc je reste quand même à l'affût de toute actualité. Et puis, Henri Pescarolo arrive, mesdames et messieurs, sur Trajectoire. Ça fait 5 fois que je le dis, 3 semaines peut-être que j'attends, mais oui, Henri Pescarolo m'a raconté plein de choses et j'ai envie que vous le sachiez enfin. Voilà, donc on reste actif et j'espère bien avoir le temps de pouvoir sortir cet épisode, tout simplement. Quand tu commandes pas comme ça un week-end, tu commandes devant ta télé ou pas? Tout seul, je veux dire. Non? Même pas. Tu sais Non. quoi? Alors là, j'ai la chance quand même de pouvoir aller sur un circuit ce week-end. Parce Ah, que tu oui, vois, je savais bah qu'il y avait oui, un truc quand même. Ouais, voilà. Ok. le gars ne peut pas se reposer juste, tu sais. Non, mais on m'a proposé de venir au Mans pour faire une petite journée de roulage. Je n'ai pas Ah, pu ok, refuser. super. Et je suis trop content, donc ça sera quelques tours, voilà, pas beaucoup, mais bah, c'est déjà super génial de pouvoir être en tant que passager et peut-être au volant. Mais voilà, c'est vraiment très sympa de voir le circuit Bugatti, peut-être aussi de manière un petit peu différente. Voilà, Cool. Bon, bah super. Voilà. pas mal.
pour une fois, tu vois, c'est moins déséquilibré nos actus. Je suis content. Et oui, voilà, on a des actus globales. Et puis moi, surtout, je fais des annonces, des annonces, des annonces, mais on veut des faits. On veut des podcasts, mesdames et messieurs. Bah oui, bah, ils vont arriver. Ils vont arriver, ces podcasts. Cool. Bah, j'ai hâte de l'entendre. En tout cas, le récit d'Henri Pescarolo, c'est toujours passionnant ce qu'il Ah, raconte. franchement, Et riche en génial. anecdotes, donc ouais, carrément, j'ai hâte Oui, d'entendre ça. oui, oui. Et il y a des choses que j'ai apprises aussi. Donc, tu vois, j'espère que ça sera le cas aussi pour les auditeurs, qu'il y ait des choses un peu nouvelles aussi, qui sortent pas de l'ordinaire, mais en tout cas que Henri n'a peut-être pas forcément toujours raconté. Ah, on connaît tout hein, de sa carrière, hein, quoi qu'il arrive, mais il y a encore des petites choses qu'on arrive à aller chercher. Et puis, en attendant, bah, j'ai eu l'honneur d'être l'invité de Sébastien Bruno qui anime le podcast Parlons de votre mental. Donc voilà, l'épisode est en ligne depuis lundi de cette semaine. Si vous avez l'occasion d'aller faire un petit tour, eh bien n'hésitez pas. Voilà, j'ai essayé de raconter quelques petites choses sur ma carrière et sur ce que j'ai pu apprendre bah, voilà, depuis mes débuts au micro, depuis 2011. Cool, ok, bah, j'irai écouter ça aussi, alors. Voilà, ça fait un petit peu d'écoute. Bon bah super, c'était un plaisir encore une fois. On a essayé de faire pas trop long, mais d'un autre côté, voilà, il fallait quand même bien revenir sur les 1812 km du Qatar et évidemment parler de cette liste des engagés. Je sais que tu as lancé une idée sur Twitter où on pouvait faire une sorte de 240 minutes Endurance Club. Ah. Ça arrivera peut-être. Ouais, Pourquoi pas? Oui, l'épisode fleuve. Non, en mais en référence. vrai, on Voilà, pourrait. aux 4 heures, bien sûr. Non, mais t'as lancé l'idée là, mais en vrai, on pourrait faire avant Le Mans, s'il y a des gens qui sont motivés par ça, un espèce d'épisode fleuve en direct, tu vois. Genre, je sais pas, la semaine avant Le Mans ou un truc comme ça, si on arrive à se dégager du temps tous les deux, un truc, je sais pas, sur Twitch ou sur YouTube, où on est en live et on présente un peu les 24 heures du Mans, etc. Ça peut être une idée à creuser. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être ça. Bah, dites-le en commentaire justement. N'hésitez pas non plus, comme vous le faites, à mettre des étoiles pour nous soutenir. Et on est content de compter sur votre participation, vos retours aussi, qu'ils soient sur les réseaux ou pas. On aime quand vous nous faites nos retours perso. C'est génial et on vous remercie. Que ce soit pilote, ingé, fan, journaliste. Voilà, c'est vrai on a des bons retours et on est super content. Si vous pouvez juste mettre un petit mot sur Apple Podcast et sur les plateformes Ouais, ça aide beaucoup, d'écoute. ça aide beaucoup. Ça Ouais, peut, carrément. voilà, ça peut nous aider aussi, mais bon, on prend hein, de toute façon, quoi qu'il arrive, nous ce qu'on veut, c'est partager avec vous. Donc c'est la promesse de cet Endurance Club. Et ben on se retrouvera la semaine prochaine pour partager aussi nos réflexions sur les 12 heures de Sebring, sur peut-être les chances de victoire ou non de Lamborghini sur cette course de 12 heures. Non, je me suis un petit peu enflammé. En tout cas, on sera là et on vous souhaite une très bonne semaine. Merci beaucoup, Geoffroy. Bah, merci à toi, Anthony, et merci à vous aussi de nous écouter et de continuer à nous soutenir et à manifester votre intérêt. Ça fait toujours plaisir, comme on le disait, donc merci beaucoup, et puis on se retrouve semaine prochaine. Et ben voilà, vive l'endurance. Et si vous voulez faire partie du club, évidemment, de cet Endurance Club, vous le savez, une seule adresse, évidemment, ou plusieurs, mais en tout cas les plateformes de podcast et Endurance Mag, évidemment le site de référence pour tout ce qui est donc analyse sur l'endurance. Voilà, allez, je l'ai dit. À très vite. Merci Geoffroy, salut à tous. Ciao, ciao.